Bonsoir. Avec lui, l'adage « aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années » s'applique stricto sensu. C'est que la trentaine à peine, sa connaissance immense de l'actualité nationale et internationale, son éloquence et sa valeur intrinsèque font de lui un homme, j'allais dire, un jeune homme aimé, adulé, voire respecté. En somme, une sorte de repère et de modèle d'intelligence pour la génération actuelle. Son nom même seulement résonne comme une sorte de marque déposée au Cameroun et hors de nos frontières. Cabral Libi Lingenge, qu'il s'appelle, doctorant et qui devrait donc soutenir sa thèse en doctorat en droit public cette année 2016 en principe, juriste et enseignant moniteur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, consultant, journaliste, directeur adjoint de Radio Campus, pour ne citer que ces quelques casquettes. C'est un homme qui a pas du tout sa langue dans la poche. Il est très connu aussi bien dans les centres urbains que dans les cités rurales. Il a donc accepté d'être l'invité de Face à Okol dans le prolongement de cette célébration du cinquantenaire de la fête nationale de la jeunesse qui a été célébrée avec faste et solennité aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national et dont la délocalisation du défilé dans les différentes communes a sans aucun doute constitué l'élément moteur de cette autre célébration. Cabral Libi a donc fait le déplacement express de Yaoundé pour prendre part à cette émission. Cabral, bonsoir, merci d'être à LTM. Bonsoir, M. Okol, bonsoir à tes nombreux téléspectateurs. C'est moi qui te remercie, on peut se tutoyer, de me faire l'honneur et le privilège d'être l'invité unique de cette grande émission très suivie. Je ne sais pas si je mérite véritablement aujourd'hui d'être reçu dans ce type d'émission, mais en écoutant toute la présentation que vous avez faite de ma personne tout à l'heure, je me suis demandé si c'est bien de moi que vous parliez. Ben, si c'est le cas, ben, écoutez, je vous remercie pour cette marque de sympathie, de reconnaissance. Et je rends surtout gloire à l'Éternel, par la grâce de qui toutes ces choses extraordinaires que vous avez évoquées tout à l'heure pour ma modeste personne peuvent être possibles. Cabral, vous connaissez un jeune qui a votre aura au Cameroun? Vous pouvez citer un, deux ou trois noms? Ben, encore faudrait-il que j'ai une pleine mesure de l'aura que vous me prêtez. J'ai parfois été avec vous dans les cérémonies. C'est à peine si les gens se rappellent de ma présence à vos côtés. Dans les boulangeries, dans les cafés, dans les fêtes, dans les conférences, il n'y en a presque que pour Cabral Libi. Alors, dans l'hypothèse que ce que vous dites est vrai. J'admire la modestie, mais vous savez parfaitement que je dis vrai. Je pense, moi j'ai toujours pensé que pour habiter les cœurs des gens, ce n'est pas rationnel. Je pense que seule une puissance supérieure à la nôtre peut faire que... Puissance divine, s'entend. Évidemment, en fait, moi je suis fondamentalement chrétien, donc je crois que seul Dieu peut véritablement faire ça. Que bon, en fait, que les gens en me voyant passer me reconnaissent, ou alors manifestent à mon égard ce que effectivement je confirme, notamment quand nous sommes ensemble, mais cela vaut aussi pour toi. Tu ne le dis pas. Il y a des moments où c'est moi qui suis éclipsé. Je pense même qu'il y a eu plus de fois où j'étais éclipsé. Mais je pense que pour moi, pour toi-même, je pense que seul l'Éternel peut faire ce type de choses. Rendons-lui grâce. Y a-t-il davantage des sujets que vous ne voudriez pas que nous évoquions au cours de cet entretien? Non. En fait, déjà, je n'en connais pas beaucoup et vous le savez. Donc, je n'ai pas une forte connaissance ou une forte culture, en fait, comme beaucoup de respectables compatriotes avec qui vous aborderiez tout type de sujet. Vous savez très bien où je peux m'arrêter. Donc, si vous allez au-delà, c'est que vous voulez me griller. Nul besoin de vouloir vous griller. Cabral, on va parler abondamment de jeunesse en cette période de célébration de la fête nationale de la jeunesse. On parlera de politique, étant donné l'actualité aujourd'hui et la nécessité pour les jeunes de s'engager. On parlera également des sujets d'actualité. Et puisque je parle de sujets d'actualité, je voudrais commencer par celui-ci qui a créé, j'ai envie de dire, le buzz de hier soir à aujourd'hui. On parle de l'adhésion
officiel de Cabral Libye pour le MRC. Ce que moi je sais, c'est que vous avez pris part à une conférence du MRC et qu'au sorti de là, eh bien, les responsables du MRC ont annoncé à Mondovision, sur la toile notamment, que vous étiez désormais des leurs. Alors, entre vous et le MRC, Cabral, qui se moque des Camerounais? Alors, si vous aviez voulu être équilibré, vous auriez noté qu'à la suite du poste vous avez fait un démenti fait par Sosten Médard Report, j'en ai fait... qui est le responsable de la communication du MRC. Voilà, j'en ai fait un autre. D'abord, j'ai beaucoup... Mais pas tout de suite, hein. Peut-être 3 heures après. Oui. Un peu comme si vous donniez le temps de réfléchir sur la manière de contre-attaquer. Bon, il fallait déjà que je me donne le temps d'en prendre connaissance. Mais d'abord, je suis très respectueux de tous les partis politiques parce que je pense qu'au Cameroun, l'engagement politique partisan n'est pas quelque chose de bien facile. Parce que lorsqu'on s'engage dans un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Tout parti. Cette conquête du pouvoir au Cameroun, en tout cas juridiquement, est tellement viciée que ceux qui s'engagent dans cette voie, de mon point de vue, sont des gens très courageux. J'aimerais tellement être à leur place. D'ailleurs, je pense que ça arrivera forcément un jour. Mais sur ce qui s'est passé hier, tout simple, j'ai été invité par les jeunes du MRC. Je précise bien les jeunes du MRC parce qu'ils ont une branche de jeunesse. Ce ne sont même pas les leaders très connus de ce parti qui m'ont invité. Et je me suis retrouvé là-bas hier, c'était à leur siège au quartier Oudja à Yaoundé, aux côtés de respectables compatriotes bien connus, Stéphane Akwa, de la Fondation Angoula, Mathias Onangui, qu'on ne présente plus, Maître Sim, qui est membre du MRC, et le professeur Alain Foguet. Le thème, c'était jeunesse et politique au Cameroun, dont nous avons échangé pendant ce moment-là. Et durant mon échange à moi, je n'ai d'ailleurs pas manqué de féliciter cette jeunesse et de leur dire que j'étais tellement subjugué par leur courage et par la force de leur engagement que j'espère pouvoir un jour les retrouver vous l'avez dit, sur ce chemin-là. J'admire votre engagement et je pourrais vous retrouver un de ces quatre. J'espère pouvoir vous retrouver un de ces quatre pour poursuivre le combat partisan que vous menez parce qu'il faut bien que ça se fasse un jour. Peut-être pas une façon implicite ou explicite de dire je suis des vôtres, peut-être que je n'ai pas encore la carte, mais je pourrais la prendre imminemment. Alors, si les choses devaient être interprétées ainsi, je serais membre du CPP, je serais membre de l'UPC, je serais membre de l'UFP, d'Olivier Billet. Pourquoi je cite ces partis? Notamment parce qu'il m'est arrivé ces derniers mois, peut-être même déjà années, de prendre part à des réflexions que ces partis organisent. La dernière étant celle du CPP ou avec d'autres personnes comme Djoya Moussa et autres, Madame Kawala, Monsieur Essi, qui est le secrétaire général. Franck, j'allais confondre avec Alphonse qui fait autre chose, encore que l'autre c'est Ici, lui c'est Essi. Donc on a souvent fait on a mené beaucoup de travaux. Pourquoi je le fais? Il faut qu'on se comprenne très bien. Je pense que l'alternance qui est voulue, de mon point de vue, par la majorité des Camerounais, passe, et c'est ce que j'ai mis dans mon poste, que tu as certainement lu, passe par une synergie d'action. C'est-à-dire par la mise en convergence de toutes les forces qui s'engagent politiquement. Parce que l'engagement politique n'est pas que partisan. De mon point de vue, une approche d'unicité organique a montré par le passé ses limites. C'est-à-dire, on a vu ce que les plateformes sont devenues, créer des organisations où tout le monde vient. Pour moi, ce n'est pas le plus pertinent aujourd'hui. Il faut aller en rang. Il faut, chacun dans ce qu'il fait, chacun dans l'activité qu'il mène. Si nous avons un objectif commun, moi, en fait, c'est connu de tous depuis 10 ans. J'ai toujours pensé que le président Biya devrait prendre sa retraite. Je le dis encore avec davantage d'acuité aujourd'hui. Donc, tous ceux qui œuvrent dans le sens de l'alternance au Cameroun, moi, je suis prêt à prêter main forte à cela. Donc, vous dites, en un mot comme en mille, vous n'avez jamais eu l'intention même d'adhérer au MRC, je veux dire, en l'état actuel des choses. Non, alors, je ne viendrai pas ici. Vous savez, adhérer à un parti politique ou ne pas adhérer, ce n'est pas des concours de beauté. Si je suis assis devant votre caméra, je ne suis pas là pour faire plaisir à ceux qui attendent que j'adhère à un parti ou à ceux qui ne veulent pas que j'y adhère. Ce que je fais dans mon engagement, je prends des conseils quand cela est nécessaire, mais mes convictions intimes, je n'ai pas besoin de directeur de conscience. Donc, je ne suis pas là pour décliner mes intentions pour un camp politique ou pour un autre. Maintenant, les gens, vous avez dit qu'ils me sont sympathiques. Ils doivent continuer à l'être tel que je me présente à eux et tel que je me présenterai à eux, ou que je serai. Ceux qui penseront que j'ai fait un choix pertinent me suivront le moment venu.
Ce que j'ai regretté dans le poste de M. Sostène Médard Lipote, c'est un peu la puérilité de l'acte. C'est-à-dire, j'ai eu le sentiment que pour lui, exhiber une prise, une grosse prise, pour lui, c'était quelque chose de très important. Il faut voir le choix des mots qu'il a fait. Alors, pour moi, c'est tellement puéril et inconséquent. C'est-à-dire l'urgence de la nécessité de l'alternance politique aujourd'hui, de mon point de vue, ne devrait plus commander, du moins en ce type de personnage politique, de tels épanchements. Simplement montrer qu'on a désormais Cabral Libye dans notre camp. Je suppose que l'objectif derrière, c'est peut-être que ça ait un effet d'entraînement. Mais moi, j'ai envie de vous dire, monsieur Okol, que la carte qui est urgente aujourd'hui à posséder, ce n'est pas la carte d'un parti politique, c'est la carte électorale. Parce que c'est elle qui vous permettra, le moment venu, de choisir. Si vous partagez avec le MRC, avec ma personne et avec d'autres, l'urgence, parce que moi, c'est le mot que j'emploie, de l'alternance politique, surtout dans le contexte que nous connaissons, ce n'est pas l'exhibition d'une grosse baleine dans les rangs qui compte, c'est l'action qu'on peut mener avec cette grosse baleine. Donc moi, j'ai envie de dire à M. Sostène Médard Lipote, s'il a une feuille de route sérieuse qui va dans le sens de l'alternance politique, je le lui dis aujourd'hui, M. Lipote, je vous rejoindrai dans le cadre de cette action. Alors, Cabral Libye, ce n'est pas un piège. Vous êtes journaliste et vous savez que l'une des règles en journalisme, c'est la critique des sources et l'équilibre de l'information. Vous ne le saviez pas, mais nous l'avons retrouvé, le docteur Sostène Médard Lipote. Il est en direct à Yaoundé et il a sa version des faits. Nous comptons sur les dieux des ondes pour que la qualité de l'écoute soit très bonne. Docteur Sostène Médard Lipote, bonsoir. Allô, docteur Lipote? Est-ce que vous nous percevez? Allô, docteur Lipote? On a pourtant l'écho qui montre qu'il est à l'écoute. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour l'avoir dans de très bonnes conditions afin de livrer sa version des faits à lui, celle du MSC notamment sur cette situation qui, j'ai envie de dire, a créé le buzz. On va peut-être faire un autre essai. Est-ce que docteur Lipote est en ligne avec nous? Docteur Sostène Médard Lipote? Alors, il aurait été important, effectivement, d'écouter. Oui. Voilà, je crois que là, il est en ligne. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Nous, on va très bien. Comment va Yaoundé? Comment va le MRC? Mais il y a un bon climat à Yaoundé. Et le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, avance. Très bien. Docteur Sostène Médard Lipote, Cabral Libye est sur notre plateau. Et la question que je voudrais vous poser est celle de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à poster cette information selon laquelle Cabral avait adhéré au MRC alors qu'il est formel. Il ne l'a pas fait. Je vous écoute là et j'ignorais que j'étais dans une émission en direct. C'est d'abord une première observation. Voilà. Et ensuite, j'ignorais que un sujet pour lequel vous posez des questions était en direct sur votre plateau. Mais je vais vous répondre. Voilà. Alors, docteur Lipote? Ce qu'il y a lieu de dire, non, il n'y a pas eu de motivation. Nous étions hier 10 février 2016 à une cérémonie organisée par les jeunes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et précisément je précise, ceux du centre 1, de la région du centre 1, parce que Yaoundé s'appelle centre 1, région du centre 1 dans le découpage du MRC. Et il y avait, alors justement, il s'agissait de parler des politiques en relation avec les jeunes. C'était cela le thème. Et il y avait plusieurs panélistes au rang desquels celui que vous voulez de me citer, donc M. Cabral Libye, qui par ailleurs, il faut le dire,
et quelque part, j'allais dire, aux jeunes de même département que moi, parce qu'en fait, je le dis, ça pourrait relancer autre chose. Ça n'a rien à voir avec votre question, mais c'est que on peut avoir une relation avec cela. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que hier, donc, il a dit dans son développement qu'il intervenait en relation avec lui et il devait parler du renouveau et des jeunes. Je vous le dis grosso modo parce que je suis en articulation erronée. Voilà. Et entre-temps, il a juste parlé de façon responsable, il faut le dire. C'est quelqu'un d'intelligent, de responsable et qu'on devrait respecter, il faut l'avouer. Donc, sur ce plan-là, effectivement, il a dit que, quelque part, le MRC, que personne ne soit étonné, qu'il soit dans les rangs du MRC, c'était en public, et il a dit que, de toutes les façons, lui, malgré tout ce que les gens disent, il assume, parce que les gens disent que on le voit avec des gens du MRC, ce qui est quand même réalité. Moi, je suis tous les jours avec des gens, je suis fonctionnaire, hein. Je suis tous les jours avec des gens qui sont non membres de partis politiques et d'autres qui sont membres de partis politiques et d'autres qui sont membres de structures d'organisation de la société civile. Donc, sur ce plan-là, disons, faisant parler de motivation, il a bel et bien dit le rapprochement, ça n'a rien à voir avec le renouveau et les jeunes au Cameroun. Voilà, et ça a été dit, je ne sais pas si il y a une activité entre lui et moi, parce que là, le danger dans ce type d'émission, où je suis un peu plus surprise par rapport au direct, je savais que c'était un direct et que vous m'en laissez pour un direct, c'est que, effectivement, après vous commentiez sur les choses et que je n'ai pas la possibilité d'y répondre, surtout que je suis dans l'articulation, je suis à l'heure actuelle à Yaoundé, du côté de Madagascar, c'est vrai que mon téléphone est sur écoute, hein. Bon, il y a géolocalisation par les services en question, ils peuvent d'ailleurs le confirmer. Et bon, et d'ailleurs, les mêmes services étaient hier dans la salle, et je suis persuadé que les mêmes services ont enregistré, et que d'ailleurs, il y avait des journalistes hier dans la salle. Je suis entre autres la RTS et comment on appelle la radio de mon ancien étudiant Tchoubek là, oh là là. TBC. Je suis un peu fatigué là. Donc il y avait des gens dans la salle et le public et d'autres personnes. Et d'ailleurs, même aujourd'hui sur la toile, les gens l'ont confirmé. Je comprends qu'il y a eu un buzz et qu'il y a eu ce qui est quand même pas surprenant, non. Ce qui est quand même un tout petit peu bizarre que quelqu'un, voilà, les parler de propagande. Ah ben non, écoutez, je suis journaliste depuis 1988. 1988. Je ne sais pas combien de vos auditeurs ou téléspectateurs étaient nés. Voilà. Et je vais vous dire une chose, sur ce plan, je me trompe jamais. Et en journalisme, comme en communication politique, il n'y a pas de conditionnel. On dit je suis ou je ne suis pas. Il n'y a pas de conditionnel. Ça veut dire que si Paul Biya vous dit ce soir que je devrais être candidat pour le NPC en 2018, je ne sais pas ce que vous, à mon col, vous répondiez, ou ce que vous diriez dans votre colonne plus tard. Oui. Ou vous dites il sera candidat, ou vous dites il sera candidat. Maintenant, vous pouvez maintenant épiloguer sur le verbe qu'il a utilisé, ou le temps qu'il a utilisé, ou le mode qu'il a utilisé. Cela dit, je pense qu'il n'y a pas de motivation, c'est juste une réalité, et je pense que le Cameroun aujourd'hui est pro-MRC. La plupart des gens qui nous écoutent ont un sentiment pro-MRC du fait du social-libéralisme, qui est une idéologie progressiste que nous véhiculons, et du fait aussi de la crédibilité des personnes qui sont membres du MRC. Vous m'entendez? Très bien. Docteur? Oui. Alors, puisque Cabral est là, je peux lui donner la possibilité de dire un mot, peut-être en 30 secondes. Cabral? Ben, écoutez, je ne veux pas dire autre chose que ce que j'ai dit. Vous écoutez M. Sosten Médard Lipote. Je pense qu'il y a eu une méprise sur mon propos. Je le dis encore, je vous l'ai dit il y a 5 minutes. J'ai dit à cette jeunesse qui m'a invité que j'étais subjugué par leur engagement
et que je serai très heureux un beau matin de les rejoindre dans le combat qu'ils mènent. Mais en réalité, je pense que c'est ce propos-là qui a été perçu par M. Liporte comme une adhésion au MRC. Encore que je précise, je vous l'ai dit encore tout à l'heure, que le débat n'est pas là. Je suis heureux que ça fasse le buzz. En fait, ça intéresse beaucoup les Camerounais que j'adhère à un parti ou à un autre. Mais je voudrais juste dire à M. Liporte que la prochaine fois qu'il veut faire une annonce sur mon adhésion au MRC, notamment pour la crédibilité de ce parti politique, si à ses yeux je suis quelqu'un de responsable, de respectable, il est peut-être mieux qu'il me laisse le faire par moi-même. Je crois que je suis en capacité... Mais il est de bonne guerre comme parti politique qui a fait, même si vous ne voulez pas l'admettre, une bonne prise de s'en vanter. Cela pourrait permettre de ratisser davantage l'âge. Et c'est ça qui est regrettable justement. Si aujourd'hui on en est à se vanter de faire de bonnes prises, l'objectif n'est pas de faire de bonnes prises. Je pense que Kawala l'aurait donc fait depuis longtemps. Olivier Billet, pour qui je suis venu à Douala ici... Peut-être n'avez-vous pas utilisé le vocabulaire que vous avez utilisé devant les jeunes du MRC. Peut-être parce que les précédentes en les gratifiant de ces compliments et en, j'ai envie de dire... En laissant entendre que je pourrais les rejoindre. Bon, peut-être aussi parce que les autres fois, ce n'est pas des jeunes, des formations politiques qui m'avaient invité. Mais moi, je peux vous dire qu'en m'adressant aux jeunes du MRC, je m'adressais à eux, non pas tant parce qu'ils sont militants du MRC, mais parce qu'ils sont militants. C'est un message que vous adressez Donc le message que j'ai adressé aux jeunes du MRC, je l'adresse aux jeunes de l'UPC, aux jeunes de l'UFP, aux jeunes de tout autre parti politique. Bon, la nouvelle garde des partis politiques, la liste n'est pas très longue, hein, mais tous ces autres jeunes qui sont engagés dans cette voie-là, je les rejoindrai si l'occasion m'était donnée. Mais on est déjà ensemble, parce que nous poursuivons le même objectif. Donc, quand je parle de rejoindre, ce n'est pas forcément rejoindre dans les rangs avec la carte d'un parti. Rejoindre dans l'action, c'est ça qui est important, M. Okol. Ce n'est pas d'aligner des cartes d'adhésion au parti, mais d'aligner des cartes électorales pour atteindre l'objectif. Docteur Liporte? Oui, je vous écoute. Oui, je vous entends. Oui, ce que je voulais dire, je suis très heureux que Cabral adopte un langage aseptisé. Oui, c'est aseptisé. Et je comprends. Vous savez, nous vivons dans une forme de dictature dite reptilienne. Et d'ailleurs, Maurice Kamto, qui est le président national du MRC, en a parlé. Et tous les fonctionnaires qui nous écoutent, tous ceux qui cherchent le marché public qui nous écoutent, savent à quel point ils sont victimes d'ostracisme. La semaine dernière, Cameroun Tribune citait par exemple que qu'est-ce qu'ils connaissent pour que ça ne se réalise pas la construction des stades au Cameroun par rapport à la CAN. Mais en fait, c'est la corruption rampante et c'est bien sûr c'est comme nous appelons les VTP, les ventriloques que Trémalet tirant des tribus, la plutocratie régnante qui fait cela. Mais Cabral est quelqu'un de suffisamment intelligent. Et il faut que ceux qui l'écoutent et qui le supportent, ceux qui l'écoutent et qui le supportent, effectivement, acceptent que quelque part, ou alors, compris quelque part, il peut être lui aussi, comme tout humain, sous le coup de la pression, sous le coup, effectivement, de l'ostracisme. La dictature reptilienne n'a pas besoin de quoi que ce soit. Je veux vous dire qu'avant que moi je publie cela sur Facebook, deux radios en avaient parlé hier. Et d'ailleurs, puisque après la conférence débat, je me suis retrouvé avec des membres du territoire pour discuter sur des questions relatives au Cameroun, à l'Afrique et surtout à notre prospérité. Donc, sur ce plan-là, effectivement, je pense que quelque part, il a raison, quelque part, le combat que nous menons est un combat qui est ensemble, mais qu'ils vous disent qu'il ne sera, non, je ne vais pas le mettre devant une tribunal, qui vous disent que non, il ne sera pas militant du MRC. Et puis vous dites, mais Claude, je crois que nous n'avons pas de polémiques, parce que vous, Armand Okol, comme moi-même, Sofem à l'époque, on se trompe au quotidien. Malgré le fait que quelque part nous avons des ménages.
et que nous œuvrons au quotidien pour la production du travail intellectuel. Donc, sur ce plan-là, et surtout des idées, donc, sur ce plan, il convient pour nous, à mon humble avis, d'être beaucoup plus positif. Moi, je pense que si, disons, Cabral dit qu'il n'est pas ministre de MRC, qu'il va laisser le parti directement et qu'il ne le pas. Mais maintenant, si nous avons un commun de remercier la dictature reptilienne et qu'il est avec nous, qu'il nous le dise. Admettons que mes oreilles ont été bouchées. Vous savez, de temps en temps, on a des problèmes parce que les oreilles sont bouchées. Mais est-ce que celles, les journalistes de la RTS et le TBC étaient aussi bouchés qu'ils ont dit avec moi, sur leurs ondes, effectivement, avant que les gens ne m'appellent, j'ai le coup de fil pour me dire, attendez, mais qu'est-ce qu'on attend là? Très bien. Moi, je confirmais, Docteur Lipote, humblement, persistement, pour ne pas dire naïvement, et je suis allé par la poster. Regardez, vous savez que Internet et Facebook de Mark Zuckerberg ne meurent pas. L'heure à laquelle vous allez poster un message est marqué à la seconde paye. Je crois que vous le savez très bien. Avant au col. Et ceux qui nous écoutent également. Bon, sur ce plan-là, je crois que l'objectif ne devrait pas être la polémique autour avec le NRC ou avec le LPC. Bon, je ne sais pas si c'est un blasphème. Ou avec le LPC, ou avec l'UNP, ou avec le SIF. L'objectif devrait être: est-ce que nous sommes ensemble pour que nous renversions la dictature reptilienne de Yaoundé? Très bien. J'ai envie de vous dire infiniment merci. Hein. C'est difficile de faire la communication, mais merci infiniment d'être intervenu. Vous dites que je vous ai pris le coup, mais vous avez parfaitement compris quand je vous l'expliquais qu'il était question pour nous d'avoir la version officielle du MRC. Alors, quand on écoute Dr Sostène Médard Lipote, il semble dire que vous maintenez en quelque sorte le suspense. D'accord pour l'action, nous sommes ensemble, nous partageons l'objectif commun. Il dit, si vous n'êtes pas au MRC, dites-le clairement. Alors, j'ai bien aimé la fin de son propos. Il m'a rejoint en quelque sorte sur l'objectif commun qui peut justifier que nous nous retrouvions dans une unité d'action. Il a aussi évoqué de façon sibylline le fait que je serais sous pression. Et que parce que je suis sous pression... Il parle d'ostracisme. Oui. Et que parce que je suis sous pression, je ne peux donc pas Vous avez certainement fait volte-face. Je ne peux donc pas assumer mon appartenance au MRC. Bon, maintenant, je ne sais pas quel est le niveau d'ostracisme que subissent les militants du MRC. Je ne les connais pas tous. Mais le professeur Alain Foguet vient de passer au grade de maître de conférence. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle professeur. Je le connais parce que nous sommes ensemble à soi. Même si, à un moment donné, il a quand même subi les affres, on a envie de dire, de son appartenance à un parti politique d'opposition. Vous savez tout ce qui lui est arrivé à l'école de guerre, notamment. J'en viens. Je veux donc simplement préciser que c'est pour ça que je vous disais que je ne suis pas forcément au courant de tout. Mais du peu que je sais, je travaille à soi avec le professeur Foguet. Et il occupe d'ailleurs, notamment dans le cadre des examens en faculté des sciences juridiques et politiques, de telles hautes responsabilités, ce qui n'est d'ailleurs pas du goût de beaucoup de ses collègues, au motif que vous évoquez, qui estiment qu'il est contre Paul Biya et qu'il ne doit pas occuper ses fonctions. Pourtant, c'est sa compétence et son dévouement qui justifie qu'on lui confie ses responsabilités. Je pourrais citer encore un autre collègue, Okala Ebode, qui est secrétaire national à l'organisation du MRC, qui est donc enseignant, moniteur à l'Université de Yaoundé 2, que je côtoie au quotidien. Maintenant, vous parlez de l'école de guerre. Je ne sais pas ce qui s'y est passé. Par contre, je sais qu'à l'école de guerre, il y a souvent eu des enseignants qui ont eu des cours et qui par la suite ne les ont pas eu. Bon, maintenant, est-ce que tous ceux qui ont perdu leurs enseignements là-bas militaient pour le MRC? J'en sais rien. Ça, c'est un autre débat. Je pourrais aussi ouvrir le débat de ceux qui ne militent pas au MRC, mais qui subissent des pressions. Échangez un matin avec Mathias Siriko Ounangini, il vous dira la profondeur des douleurs qu'il a subies, qu'il continue à subir sans avoir milité, et même avant la naissance du MRC, parce qu'il avait ses prises de position. Avez-vous quand même un penchant pour le MRC? Je voudrais ne serait-ce qu'un penchant. Oui, attendez que je continue. Tout ce que je dis à l'intention de M. Lipote, pour l'appeler à davantage de hauteur
pour la haute responsabilité qu'il a dans une formation politique et de responsabilité aussi. Parce que figurez-vous que des arguments faciles comme ceux-là aujourd'hui, si vous vous engagez dans le combat politique, M. Okol, les pressions, ça existe. Pas seulement au Cameroun, même en France, même en Allemagne, même aux États-Unis. Pire encore chez nous. Lorsque, pire ou moins, j'en sais rien, mais toujours est-il que c'est le lot quotidien et normal de toute personne qui s'engage dans un combat contre un ordre établi. Ne pas le reconnaître, c'est faire montre d'une naïveté incroyable. Et je voudrais encore préciser que je ne sais pas ce qu'il y a de plus grave entre dire, comme je viens de le dire, qu'il faut que Paul Biya s'en aille, entre dire ce que j'ai dit alors que je n'étais encore qu'un étudiant, j'ai envie de dire ordinaire, signer un appel de 1000 étudiants, puis de 5000 étudiants, en être le porte-parole, se faire pourchasser par la police, être même à un moment protégé par l'ambassade des États-Unis, je vous parle des histoires d'il y a 10 ans, 11 ans, et je suis resté constant jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est moins grave ou alors c'est plus grave que dire qu'on est militant du MRC? Est-ce qu'être militant du MRC est quelque chose de plus grave que cela dans un contexte comme le nôtre? J'en sais rien. Alors, j'ai quand même envie de vous poser cette question, Cabral. Si vous permettez que je mène le débat. Avez-vous quand même un penchant pour le MRC et êtes-vous conscient, j'ai envie de dire, de ce que vous êtes peut-être allé un tout petit peu loin, peut-être dans l'euphorie du moment, vous dites, vous avez été dans d'autres formations politiques, mais comme vous n'aviez pas les jeunes en face de vous, peut-être n'avez-vous pas atteint ce degré d'euphorie. Est-ce que vous ne vous dites pas que les propos que vous avez tenus étaient quand même de nature à amener les gens à penser que vous êtes un peu plus rapproché du MRC? Alors, dans ce cas, celui qui est tombé dans le piège de l'euphorie, c'est Sostène Médard Lipote. Parce que je n'ai peut-être pas tenu des propos analogues face à d'autres responsabilités, d'autres responsables politiques, a fait des propos exactement comme cela, mais du même registre, j'en ai tenu face à d'autres. Si vous aviez été là à l'Hôtel des Princes, c'est ici à Douala, sans publicité, à un échange que j'ai eu avec Olivier Billet, si vous saviez des pétitions que j'ai déjà signées avec lui, si vous saviez ce qu'on a déjà fait ensemble et ce que j'ai déjà dit en face de lui et devant les médias, s'il y avait eu des posts sur Internet, moi je vous le dis, et c'est par là que j'ai commencé, j'ai beaucoup de sympathie pour les acteurs politiques partisans. Donc, si vous voulez, j'ai de la sympathie pour le MRC, comme j'en ai pour l'UFP, comme j'en ai pour le CPP, comme j'en ai pour l'UPC. Pour l'UDC également. Pour l'UDC. Ah, tiens, vous rappelez quelque chose? Combien de fois je me suis retrouvé avec M. Ndamdjoya, au point que j'ai même été érigé consultant permanent à leur école sur l'école africaine l'éthique, les journées républicaines. Alors, je suis presque un meuble de cette initiative de l'UDC. Et vous savez, vous y êtes venu, vous avez suivi ce que j'ai dit. Je suis toujours admiratif du combat que ces gens mènent dans le cadre de formation. Cela m'amène à vous poser cette autre question, Cabral. Pour vous, ça vous fait plaisir, comme une jeune, belle femme, de se faire désirer par ces acteurs politiques, d'aller leur rendre visite, de tenir des propos qui forcément forcent l'admiration, et de ne faire partie d'aucune de ces formations politiques-là? Alors, soit je suis en avance, soit j'ai du retard. Ce que j'essaye de vous dire depuis le début, c'est que je vois tous ces gens comme un tout. C'est-à-dire pour moi, SDF. Bon, encore que ça dépend de quelle frange. Parce il y en a au SDF? Oui, par contre, aujourd'hui, la sympathie que je viens de vous dire du MRC, je suis obligé de la nuancer quand je parle du SDF à cause de son leader. Mais je vais vous dire, pour moi aujourd'hui, Olivier Billet, Maurice Kamto, avec les réserves que je peux avoir pour chacun d'entre eux, ce qui est tout à fait normal, ils en ont à mon égard. Parce que pour moi, sa bifurcation au gouvernement, et notamment le mutisme qu'il a caractérisé en ce moment, j'attends toujours des réponses à ces questions. Mais pour moi, à partir du moment où ils ont un objectif commun, que j'ai en partage avec favoriser eux, pour moi, je pose sur eux un regard sur un tout. Je ne distingue pas les cloisons partisanes qu'il y a entre ces formations, c'est leur engagement. Et c'est pour ça que je les attends sur le terrain de l'action, où avec la même verve que je manifesterai pour l'un ou pour l'autre, je m'emploierai. C'est aussi simple que ça. Maintenant, voir les choses comme ça me place peut-être en avance. Mais je reste convaincu qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte, c'est ça qui est le plus important. Très bien. Le débat des cloisons, des appareils politiques a montré ses limites. On n'en est plus là. Et c'est ça
curieusement, qui justifie la désaffection électorale. Parce qu'on se vante de ce qu'on a avec Okol. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avance? Un appareil politique. Alors moi, l'hypote, je suis fort. Parce que Cabral Libi, que vous admirez, je marche avec lui. Ça, ce n'est pas une victoire politique. Cabral Libi, pour se faire admirer, n'a pas eu besoin de marcher avec l'hypote ou d'être désiré par le MRC. Je peux m'en foutre éperdument pour toute ma vie, que je vivrai toujours. Ça me heurte et c'est pour ça que mon ton change. Parce que pour moi, c'est... Il a employé le terme de reptilien. Je pense que c'est de la réputation politique. Élevons-nous et mettons-nous face au vrai challenge qui s'impose pour le moment. Mon objectif à moi n'était pas de faire enfler davantage la polémique, mais non, mais tu as bien fait de poser la question parce que ça me permet, moi, de dire ce que je pense d'une catégorie d'hommes politiques et d'une façon de faire la politique. Très bien. Cabral, vous... Et nul doute que le jour où je prendrai la carte d'un parti, je vous assure, je m'emploierai pour que ce type de dérive ne se pose plus. Cabral, vous êtes souvent engagé dans le terrain de la sensibilisation, de la mobilisation des jeunes à s'engager politiquement, à militer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, une contradiction dans votre façon de faire? Vous demandez aux autres, engagez-vous, militez, menez l'action dans les formations politiques, mais moi, je me mets en retrait. Alors, heureusement que vous faites de bonnes recherches. Si vous me trouvez un seul extrait où j'ai dit aux jeunes de s'engager dans une formation politique, ben, mettez la mort au nez. Je n'ai jamais dit ça. Parce que je suis cohérent, M. Okol. Et c'est peut-être ça aussi qui fonde l'admiration que vous évoquez. Je suis quelqu'un de particulièrement cohérent. Parce qu'avant de dire une chose, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, bon, en tant qu'humain, on peut tous avoir des moments de furie et de relâchement. Mais dans le fond, je suis quelqu'un de fondamentalement cohérent. Ce que je pense des formations politiques, c'est que les guéguerres entre ceux qui les dirigent, notamment les appareils politiques partisans, les guéguerres entre ceux qui les dirigent, et parce qu'ils en ont fait des fonds de commerce, ils en ont fait des patrimoines, parce qu'ils ont, et je le dis tous les jours, la patrimonialisation politique, ce n'est pas seulement le propre de Paul Biya. Les gens en ont fait des potentats ethniques, des potentats économiques. Au Cameroun comme ailleurs. Et c'est pour ça que les gens n'y entrent plus. Si je vous demande maintenant quelle est la ligne idéologique, vous avez écouté M. Lipote pendant 10 minutes. Est-ce qu'il a trouvé le moyen de vous dire la ligne idéologique du MRC? Je ne lui avais pas posé la question. Non seulement ce n'est pas important, évidemment il le sait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les Camerounais qui nous écoutent, c'est même pas de savoir qui est de gauche, qui est de droite. D'abord, c'est des histoires d'hémicycle en France. Aujourd'hui, ce que les Camerounais qui nous regardent là veulent, c'est un homme politique crédible, qui les rassure que si j'arrive au pouvoir, je gère bien le bien commun, et je relève votre niveau de vie. On commence à engager des débats d'idéologie, de gauche, de droite, de haut et de bas, lorsqu'on est dans une disposition mentale. Et je le dis, heureusement, je fais des recherches là-dessus pour le faire. On n'en est pas là. Cabral, comme vous n'avez jamais demandé aux jeunes d'aller dans une formation politique, je leur dis de s'engager politiquement parce qu'effectivement, l'engagement politique ne se résume pas à un encartement dans une formation politique. Même si, ailleurs, on le voit, les formations politiques, notamment on parle de jeunes, sont des espaces de formation politique, ce sont des écoles politiques, ce sont des espaces d'imprégnation politique. C'est pour ça qu'en France, aux États-Unis, on est admiratif parce qu'un jeune communiste, ben, il est formé pour être véritablement communiste. Et même leader. Pour être leader. Mais aujourd'hui au Cameroun, si vous êtes jeune et que vous prenez votre carte à l'UNDP, au bout de 10 ans, vous serez sorti de là avec quel substratum qu'on vous aurait inculqué dans quelle école. Alors, mais ça n'existe pas. C'est les partis politiques qui investissent les candidats aux différents suffrages. Comment cette alternance va se faire si les jeunes prennent les cartes électorales sans militer véritablement? Comment ça va se faire? Est-ce que le moment venu, il faudra faire une insurrection alors? Armand, pour être élu en France, on est seulement élu par les militants du parti? Non. Vous connaissez le nombre de membres du Parti socialiste en France, le parti qui est au pouvoir? Il est ridicule. Il est ridicule. C'est pour ça qu'un parti... Au Cameroun, les candidatures uniques, jusque-là, ont de la peine. Je réponds d'abord à votre question. Allez-y. C'est pour ça qu'ailleurs, il y a non seulement les membres inscrits, il y a les sympathisants. C'est ça. Mais vous savez que... Et même des adhérents. Et même des adhérents. Ce qui fait généralement basculer l'électorat, est-ce que vous savez que souvent ce sont les segments de la société civile? Parce que le mouvement syndicaliste en France, le mouvement associatif en France, par moment, est déterminant dans le choix. Mais comparaison n'est pas raison, Cabral. Évidemment. Mais j'ai envie de vous dire, quittons la France, venons en Afrique. Vous pensez que le changement qu'il y a eu au Burkina Faso, il a été fait par les membres d'un parti? Non, il y a eu élection derrière. Kaboré est un président élu par au bout d'une élection. Après qu'il y ait eu une insurrection, il n'y D'accord. aurait pas eu insurrection que Compaoré ne serait pas parti. Mais vous pensez que le mouvement Y'en a marre au Sénégal, qui a pris position pour Abdoulaye Wade,
à un moment, ils n'étaient pas membres du Parti socialiste sénégalais, du PDS, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle encore. Ils étaient de la société civile. Mais ils ont fait montre d'un engagement politique en disant nous ne voulons plus du sortant, nous voulons d'un tel. Donc vous dites aux jeunes, le moment venu, si vous en avez marre, descendez dans la rue. Non, ce n'est pas ce que je dis. Encore que, je vais vous dire, on est pratiquement à ce niveau-là. Et il est possible que les gens descendent dans la rue. D'abord, descendre dans la rue est démocratique. La manifestation publique est un prédicat de la démocratie. Les gens ont le droit de descendre dans la rue et de dire non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un contexte où les sous-préfets interdisent systématiquement les manifestations contre le système. Mais si vous voulez marcher pour soutenir Brenda Biya, comme ça a été le cas encore ces jours, si vous marchez, aucun sous-préfet ne vous interdit. C'était hors d'ici. Oui, mais sauf que c'est ça la souveraineté, ce que j'appelle la souveraineté populaire, encore que l'expression n'est pas de moi. Vous savez, ce qui compte dans une démocratie, c'est ce que le peuple veut. Et les règles qui sont établies sont des règles qui doivent permettre que dans la régularité et la paix, la volonté populaire s'exprime. Mais si un peuple se rend compte à un moment que les règles qui ont été établies visent plutôt l'étouffement de ce que lui, le peuple souverain, veut, ce peuple, dans une autre façon d'exprimer sa souveraineté, contourne les règles uniques qui existent, les brave, parfois au prix de son sang, pour arriver à exprimer sa volonté. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, au Burkina, même si l'issue n'est pas toujours comme le peuple veut, mais au moins la chute d'un dictateur est arrivée. Alors, est-ce que les manifestations qui ont conduit à la chute des régimes dans le Maghreb notamment, est-ce que, avec le recul du temps, on ne peut pas en arriver à éprouver des regrets? Quand on prend le cas de la Libye, quand on prend le cas des autres États que vous avez évoqués tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas plus reculé sur le plan de l'économie, sur le plan du développement infrastructurel, par exemple? Vous avez effectivement raison. Et les cas égyptiens, du moins les cas d'Afrique du Nord, parce que aujourd'hui, vous suivez bien les Tunisiens et même les Égyptiens, mais notamment les Tunisiens, ces derniers temps, il y en a qui menacent encore de faire des autodafés, c'est-à-dire de se mettre le feu. Alors, évidemment, ils expriment leurs regrets. Et ça doit nous enseigner, effectivement. C'est-à-dire que le simple fait de se mobiliser, de faire chuter un homme, ne veut pas dire qu'il y a changement. Parce que, malheureusement, c'est un système, au-delà d'un homme que vous avez en ligne de mire, il y a tout un système, c'est-à-dire un faisceau institutionnel, humain, qui fait que vous n'avez pas toujours la possibilité de contrôler la situation derrière. La situation. Et ça doit nous enseigner. Et c'est en cela que ceux-là qui aujourd'hui perdent du temps à exhiber des grosses prises doivent travailler à proposer une alternative au cas où une situation comme celle-là arriverait. Parce que souvent, l'initiative n'est pas des appareils politiques. C'est souvent de la société civile, c'est-à-dire d'un peuple qui est excédé et qui décide d'en finir. Il faut donc, un peu comme on l'a vu au Burkina, parce que là-bas, ça a été plutôt réussi. Ils ont tiré des enseignements de l'Afrique du Nord. Ils ont proposé derrière un appareil alternatif qui puisse se substituer à l'appareil renversé par la volonté populaire. Et ça interpelle donc les leaders politiques qui doivent en ce moment-là gagner en crédibilité. Donc, Camerounais, copiez l'exemple du Burkina. Écoutez, moi, je vais vous dire, au point où on en est, M. Okol, vous savez comment ça s'est passé? Même là où il n'y a pas eu de mort, forcément. Je vous ai dit au Sénégal, qu'a fait la jeunesse pour qu'Abdou Diouf parte? Ils se sont inscrits sur les listes électorales et ils ont campé devant les bureaux de vote. Et après l'élection, un peu comme ça se fait dans les zones que je connais bien, dans les municipales comme Ezeka et autres, avec leur lampe tempête, ils sont restés là. Dès que les PV sortaient... C'est ce qui manque le plus au Cameroun. Mais c'est ça qui manque le plus au Camerounais. Contrôler leur vote. Et c'est ça l'engagement politique donc. L'engagement politique... Aller jusqu'au bout de sa logique. Cette façon de faire, je vote, je surveille mon vote, c'est ça l'engagement politique. Ce n'est pas seulement militer pour un parti de façade et puis rester chez soi et ne pas aller au bout. Et je me réjouis d'ailleurs qu'au MRC, pour avoir suivi Alain Foguet lors de cette conférence, il forme beaucoup sa jeunesse à ça, en leur disant, le tout n'est pas que vous soyez membre du parti, mais le jour fatidique, vous devrez aller au bout. C'est ça l'engagement politique. Et ils peuvent agréger, bien que eux, étant membres du MRC, agréger autour de d'autres jeunes qui n'auront pas forcément besoin de prendre la carte, mais qui, ensemble, arriveront à atteindre cet objectif. Donc, pour répondre à votre question, pour ne pas donner l'impression que j'élude, ça, c'est pas ma marque de fabrique, je reste convaincu qu'au Cameroun, au point où les choses sont en train d'avancer, on pourrait fatalement en arriver. J'aime bien l'adverbe fatalement parce qu'en fait, ce n'est pas prémédité souvent. Ce n'est pas préparé. C'est spontané. C'est généralement spontané. Donc à ceux qui viendraient me poursuivre pour voir là où je suis en train d'organiser ça, parce que je l'ai dit ici, ils perdraient leur temps.
Ça a commencé par un auto-da-fé en Tunisie. Vous savez, Bouazizi a décidé un matin de se verser l'essence, de prendre feu. Parce qu'on avait arraché ses fruits. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Cabral, qu'est-ce que vous leur dites à ces nombreux jeunes qui vous ont, passez-moi l'expression, brocadé aujourd'hui sur les réseaux sociaux en disant, finalement, il cachait bien son jeu de partisan. Qu'est-ce que vous leur dites en 30 secondes? En 30 secondes, je leur dis l'engagement politique n'est pas un concours de beauté. Donc, ceux qui se cachent derrière leurs ordinateurs pour brocarder ceux qui s'engagent ou pour distribuer des fleurs à ceux qui ne s'engagent pas, ça, c'est leur problème. Et c'est vraiment la pire et la plus ridicule des situations. Si vous vous intéressez à l'action politique, engagez-vous. Soit vous vous engagez dans le cadre d'un parti politique, ce qui est tout à fait noble. Ça veut dire que vous épousez la ligne idéologique de ce parti, vous en avez pris connaissance. Ou alors peut-être parce que vous aimez le leader, ou alors il est de votre village, c'est à vous de voir, chacun a ses motivations. Ou alors vous prenez la posture que nous autres, nous avons toujours eue, que les hommes politiques n'aiment pas forcément, parce qu'ils estiment que c'est une posture de non-engagement. Et nous leur rétorquons à chaque fois, le meilleur engagement n'est pas forcément dans des appareils de conquête de pouvoir. Il y a d'autres types d'appareils qui existent. Vous connaissez le G18? Que non. Vous en avez, vous n'êtes pas honnête, vous en avez entendu parler. Voilà un mouvement qui existe. Voilà un mouvement qui existe. Mais il est clandestin, Cabral. Le G18 est clandestin parce que jamais on a vu des leaders s'affirmer, tenir un mouvement, j'ai envie de dire, public et dire c'est nous le G18. Eh bien, c'est ça, justement. Pourquoi voulez-vous donc que voilà donc le danger des appareils formels ayant des contours juridiques bien connus. Vous êtes plus facile à neutraliser. Et si vous ne l'avez pas compris que sous le régime Biya, c'est ça l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens échouent, c'est cela. Aujourd'hui, il faut opposer à ce système une nébuleuse. Eh bien, ils ont essayé de démanteler le G11, ça existait. Vous avez vu une réunion de G11 un matin? Que non. Sachez donc que le G18 existe, c'est-à-dire le mouvement de jeunesse pour l'alternance en 2018. Même s'ils anticipent comme ils veulent le faire, dans ce cas, ça passera à G17. Très bien. Cabral, et moi, j'en suis donc un leader. Très bien. Puisque vous cherchez les leaders. C'est connu. Je vous propose la toute première halte. On va se retrouver tout de suite derrière pour la première rubrique de Face à Okol. Cabral Libya, on ira au pas de course, côté cours, côté jardin. On a une quinzaine de minutes pour une quinzaine de questions pour 5 minutes seulement. Côté cours, côté jardin, vous avez compris que nous allons un tout petit peu funer dans votre vie privée, Cabral. Il y a eu cette affaire qui a également fait le buzz et les choux-gras de la presse. Vous vous rappelez certainement de laquelle. Vous étiez encore fiancé, pas marié, et votre fiancé à l'époque aurait subi des pressions de la part d'un enseignant. Il y a eu cet enregistrement qui a été diffusé dans des médias. Oh, comment croire que vous n'étiez pas derrière la manœuvre, Cabral? Bon, je commence vraiment à me rendre compte que la vie d'un homme public est très compliquée. Je m'attendais à tout sauf à celle-là. Bon. Maintenant, je suis obligé d'étaler ma vie privée devant une caméra, puisque tout le monde connaît cette affaire. C'est l'affaire, effectivement, elle était fiancée de mon épouse, Peggy, que je salue et à qui je fais encore l'aveu de tout mon amour. Elle était encore à l'époque élève dans une grande école de la place qui forme des enseignants. Et avec sa camarade, je ne veux pas dire, mais une actrice bien connue par le passé, mais aujourd'hui elle est très discrète, elle ne serait pas heureuse que je rappelle tout cela, comme je vois sa série qui passe dans une chaîne étrangère ces jours-ci. Donc, elle faisait l'objet d'une pression incessante de la part d'un enseignant, notamment dans le bouclage de son mémoire. Il avait des demandes quelque peu incessantes. Et puis, je ne le cache pas, je leur ai suggéré de le piéger. Et de Vous êtes un manœuvrier alors? Parce que moi, ça me heurtait. Ça me heurtait. Et je trouvais ça d'une méchanceté, parce que le monsieur en question est un enseignant, il est toujours vivant, mais je pense que la retraite l'a trouvé dans sa sanction. Et vous savez, on va en retraite à l'université à 65 ans. Donc, pour quelqu'un qui est allé en retraite pour une affaire qui s'est passée il y a 3 ans, ou 2 d'ailleurs, je crois, devait comprendre qu'il avait un certain âge. Et moi, je trouvais qu'un homme comme celui-là, qui a ses enfants à lui, qui disait ton fond de brillantes études partout en Europe, lui s'arrangeait quand même à venir compromettre la formation des enfants des autres. Je trouvais ça particulièrement méchant. Mais effectivement, mon épouse et son ami étaient très apeurés par les conséquences d'une telle démarche.
Je l'ai même fait sans leur gré. Tout ce que je leur ai demandé, c'est de le piéger. Enregistrer. Oui, elle est entrée dans sa voiture et a suscité un type... D'ailleurs, elle n'a rien suscité, c'était le cas. Dès que tu entres dans son véhicule, ben, il réveillait sa demande. Donc, il a dû tenir des propos plutôt malveillants, du genre, telle partie de ton corps me tue, des choses comme ça. Je te dis, tant que tu ne me donnes pas ce que je veux, tu vas voir, tu ne vas jamais sortir de cette école. Et surtout, qu'il n'était pas sa première expérience, il l'avait fait avec d'autres. Donc, une fois qu'elles m'ont ramené la bande... Vous êtes rentré en scène? Ben écoutez, rentrer en scène, j'ai rien fait de bien grave. J'ai traité que le de la son. donner à des journalistes pour qu'ils diffusent. Je travaille dans un média, j'ai traité le son. Et contre leur gré, elles m'en ont longtemps voulu, elles m'en veulent d'ailleurs encore. Contre leur gré, j'ai fait diffuser cette bande. Ça a donc fait le buzz que vous connaissez. Mais c'est surtout la suite qui est intéressante. Parce qu'à cause de la diffusion de cette bande, les autorités ont été obligées de sévir sous les auspices du professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui avait déjà publié sur le harcèlement sexuel à l'université. Il y a consacré tout un ouvrage. Il s'est dit, ben, tant mieux. Il a saisi le recteur, le ministre a été saisi, il y a eu un conseil de discipline qui s'est régulièrement tenu. Il est venu avec ses avocats, il a nié comme il a pu. Les experts ont apporté les démonstrations qu'il fallait. Et puis, il a été suspendu par le ministre de l'Enseignement supérieur. Au-delà de la suspension et du caractère, j'ai envie de dire, sensibilisateur d'un tel acte, est-ce qu'avec le recul du temps, avec les sanctions, les répercussions qui s'en sont suivies, vous ne pouvez pas quelques regrets quand même? Mais pas du tout, parce que figurez-vous que beaucoup de filles, pour certaines qui avaient complètement abandonné des études à l'école normale et qui avaient choisi d'autres branches, d'autres qui avaient même accepté, qui s'étaient livrées à cet exercice pour pouvoir sortir, elles sont parties de leur propre chef, de là où elles se trouvaient, pour venir à la rencontre des autorités de l'université de Yaoundé 1, pratiquement une dizaine, qui ont accepté de venir quand même. Bon, sous anonymat extérieur. N'y avait-il pas une autre manière de l'amener à regretter ces faits? Si vous étiez allé le rencontrer, par exemple, lui dire d'arrêter sa sale besogne, peut-être qu'il se serait... Eh bien, je ne vous ai pas tout dit, effectivement. Parce qu'entre camarades, toutes les médiations ont été essayées. Et les garçons qui ont essayé d'ailleurs de s'investir dans cette médiation en ont eu pour leur compte. L'un d'entre eux, à cause de ce monsieur d'ailleurs, a dû reprendre. Donc c'est pour vous dire qu'il n'était pas... C'était de la méchanceté pure et simple. Donc j'ai aucun regret. Je regrette de l'avoir fait contre le gré de mon épouse et de son ami parce que par la suite la pression a été énorme pour elle. Bon, vous savez, on est au Cameroun, on a peur de tout et soit dit nos carrières sont foutues. Ben écoutez, je leur ai dit, parfois il faut un peu de sacrifice pour faire avancer les choses. Très bien, il faut gratter le mur pour mettre la peinture. Cabral, bon, j'aime bien votre femme que vous aimez tellement n'est pas votre amie sur Facebook. C'est dû à quoi? Vous avez peur qu'elle vienne savoir à quel point vous êtes sollicité par les filles? Non, écoutez, demandez à Sosten Médal-Paul, qui est mon ami sur Facebook, si tous les jours, puisque si j'ai des demandes de mariage, il va les lire aussi, ça n'existe pas. Mon épouse n'est pas... D'abord, je ne sais pas comment vous savez ça, mais... Je suis un journaliste, Cabral. Elle n'est pas mon ami sur Facebook pour une raison toute simple. J'ai 2 comptes. J'en ai d'ailleurs 3, mais l'autre, je ne l'ai pas ouvert depuis. J'ai 2 comptes qui sont déjà saturés et je lui ai dit de me demander l'amitié dans le 3e compte. C'est juste que depuis, je n'ai pas eu le temps d'aller ouvrir ce 3e compte. Trop facile, hein? Pour son épouse, pour la femme avec qui comme tous mes comptes sont interreliés. Donc en réalité, quand je travaille avec un compte, ça alimente les autres. Bon, maintenant que vous avez posé le problème comme ça, je pense qu'au sortir d'ici, elle sera votre ami. Je vais aller donc valider. Au moins, cette émission va servir à quelque chose. Oui, ça ne pose pas fondamentalement le problème dans notre couple. Peut-être que vous l'avouez, j'en sais rien. Enfin, je ne sais pas. Non, ce n'est pas d'elle que je tiens l'information. Cabral, on vous connaît très critique, notamment vis-à-vis du pouvoir et des hommes du pouvoir. Pourtant, votre mariage était truffé de ces hommes du pouvoir au point où on a connu la présence carrément des ministres. Oui, je sais très bien de qui vous parlez. Alors, vous les critiquez en journée et le soir, vous dînez ensemble? Non, pas du tout. Bon, d'abord, les adversaires politiques ont, j'imagine, le droit de pouvoir dîner ensemble. Mais moi, je suis effectivement de ceux-là qui ne dînent pas avec n'importe quel adversaire politique, parce qu'on est dans un contexte où on peut vous empoisonner. Mais ceux-là que vous avez vus, je vais dire de qui vous parlez, c'est de Madame Bakambok. Je vais vous raconter rapidement l'histoire pour que vous sachiez. On avait des rapports très difficiles. Vous savez que par ces bons soins, j'ai été arrêté. En fait, à Iseka notamment? Oui, j'y ai passé 5 ou 6 jours en cellule parce que j'y étais allé pour une réunion avec les jeunes. Bon. Comme activateur?
En fait, dans le activiste. cadre du G18, et surtout, j'avais mis sur pied, le mouvement existe toujours, le mouvement de libération de la jeunesse d'Union Ekele. Et dans ce cadre, on avait écrit avec beaucoup de jeunes d'Union Ekele, on avait adressé une correspondance au chef de l'État lui demandant de démettre de leurs fonctions tous les responsables politiques d'Union Ekele qui ne nous servaient à rien. Et dans le cadre d'une réunion, dans cette perspective, bon, les autorités administratives ont reçu l'instruction de nous attraper, moi-même, Joseph Raoul Makondo, Bungan, Philippe et d'autres qui se reconnaissent maintenant. On nous a coffrés et après on nous a avoué que c'est elle qui était derrière et tout ça. Ce qui m'avait beaucoup choqué, ce qui fait que dans la préparation de mon mariage, elle n'était pas au courant. Sauf que vers 2 ou 3 jours avant le mariage, un ami du qui me dit, bah, écoute, c'est vrai qu'avec ta mère, je dis ma mère parce que son mari est mon oncle au village, M. Bakan. Ben, avec ta mère, ça ne marche pas, mais au moins pour le mariage, bon, adresse-lui au moins un bien. En fait, ça changerait. Je lui ai dit de toute façon, il ne viendra pas. Sauf que curieusement, on est allé au ministère lui donner le bien. Dès qu'elle a su qu'on était là, elle est venue nous recevoir. Bon, en disant, voilà, il y a eu beaucoup de malentendus. Mais bon, au moins pour le mariage, bon, d'accord, merci du bien. Elle a dit qu'elle viendrait, j'y ai pas cru. Ce qui fait que le jour du mariage, vous étiez là, vous avez dû vous en rendre compte. Mais pas obligé de le dire. Oui, ben, vous étiez là. Peut-être que c'est à cause de ça d'ailleurs que vous posez la question. Mais il n'y avait même pas de siège prévu pour elle. À un moment, il y a eu un mouvement du grabuge dans la salle. La ministre est là. Je dis, ben, tiens, elle est là. J'ai quand même été surpris. Bon, maintenant, est-ce que c'était un acte politique? Est-ce que ce n'était pas le cas? On n'en a plus jamais discuté. De toutes les façons, elle était là. Je la remercie d'avoir été là, puisque sa présence a réussi aussi mon mariage, en quelque sorte. Vous en parlez. Kabal, vous êtes doctorant, en droit public notamment. Cette année, en principe, vous devrez soutenir. Pourtant, vous faites déjà partie, j'ai envie de dire, de l'inscription dans certains jurys, au détriment des enseignants titulaires d'un doctorat. Cela ne vous a pas toujours fait des cadeaux. Il y a des enseignants qui sont parfois allés se plaindre à la hiérarchie de ce qu'un moins gradé est plus considéré qu'eux. Ben, je ne sais pas d'où vous tenez ça. C'est vrai, j'en ai entendu parler au moment. Bon, je ne suis pas dans les jurys en faculté de sciences juridiques et politiques. Je n'en ai pas le droit. Vous savez, il y a tellement de hauts gradés là-bas que on ne pourrait pas me programmer dans ce genre de choses. Je n'en ai pas la compétence. Je le dis tout de suite. Donc, ne pas le faire, ce n'est pas une injustice. Par contre, la figuration de mon nom dans un certain nombre de commissions, notamment à l'examen, à certaines fonctions dans ces commissions, m'a-t-on dit, ont poussé certains jeunes enseignants à s'offusquer de ce que j'occupais dans ces commissions, des positions stratégiques, des positions au-dessus des leurs. Bon, maintenant, je ne sais pas ce que ça a donné par la suite. Bon, étant donné que personne d'entre eux n'est venu, puisque j'en ai entendu parler, n'est venu me le dire et que les autorités auprès desquelles, semble-t-il, ils se sont plaintes, ne m'en ont pas parlé. Donc, vous considérez que c'est un non-événement? Oui, ce d'autant plus que les commissions dont il s'agit ne sont pas véritablement des commissions académiques. C'est d'ailleurs une commission, je peux le dire, où je suis avec le professeur Fogué qui chapeaute comme président. C'est des commissions de lutte contre la fraude. Donc je pense que c'est davantage pour mon intégrité et ma probité morale que les autorités de la le grade universitaire. Par contre, il m'est arrivé de participer dans des jurys ailleurs, mais ça vous ne dans d'autres facultés. Pas, je ne vous dis pas. Je ne pourrais pas poser des questions pour ce que je ne sais pas. On va sortir de cette rubrique. Cabral Libby, consultant, cela va de soi, mais vous êtes à la limite producteur dans plusieurs médias. Vous êtes directeur adjoint à Radio Campus, mais vous faites des chroniques principal dans d'autres structures audiovisuelles. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Non. Où est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Vous êtes directeur adjoint d'une radio, vous faites des chroniques dans une autre radio, vous êtes consultant dans un autre groupe qui a une radio. Oui. On a le sentiment qu'il pourrait avoir concurrence déloyale avec le média qui vous emploie. Non, il n'y en a pas, justement. Il n'y en a pas. À partir du moment où je fournis des prestations au titre de consultant dans d'autres médias qui ne sont en aucun cas en contradiction avec ce que je fais à Radio Campus, qui est une radio école, une radio de formation, c'est une radio d'initiation au journalisme. Mon rôle là-bas est d'encadrement des jeunes et puis un rôle administratif. Donc, et surtout que la liberté de ton que j'ai ailleurs, là-bas, elle n'est pas autorisée. C'est pour ça que je suis tenté de vous poser la question de savoir comment
vous parvenez, j'ai envie de dire, à tirer votre épingle du jeu, vous, dont la verve est connue dans un média quelque peu bâillonné comme non, celui-là. rassurez-vous, là-bas, je n'ai pas la possibilité de dire ce que je dis ailleurs, parce que d'abord, les programmes dans lesquels je vais ailleurs n'existent pas là-bas. La ligne éditoriale est assez étriquée parce que c'est un média public, je vous l'ai dit. Mais il m'arrive là-bas d'animer certaines... Ne vous sentez donc pas, ne vous sentez-vous pas les trois comme directeur adjoint là-bas? Pourquoi accepter une fonction comme celle-là qui ne vous sert pas à grand-chose? Comment elle ne me sert pas à grand-chose? En fait, elle est là pour gagner mon CV. En fait, mes employeurs... Sans plus? Mes employeurs, oui, parce que pour des raisons un peu compliquées, même la prime qui est attachée a été annulée. Mais moi, j'aime pas trop me plaindre de ce genre de choses. Parce que, et c'est ce que je vous disais à l'entame de l'émission, quand vous avez une certaine posture, quand vous décidez de défendre certaines convictions, sachez que vous allez rencontrer sur votre chemin un certain nombre de pressions qui sont parfois très très douloureuses. Mais venir vous épancher dans l'espace public en pleureur, en disant, écoutez, parce que je dis que Paul Biya doit partir, écoutez, on m'a coupé ceci, on m'a tapé là-bas, écoutez, si vous ne saviez pas que ça peut arriver, arrêtez de le faire. Alors, sortons carrément de cette rubrique. Vous trouvez quand même le temps, entre consultants, doctorants, journalistes, ainsi de suite, à être choriste? Oui, alors, j'aime le chant parce que... pourquoi? Le chant gospel? Le chant gospel. J'ai estimé à un moment de ma vie, sachant de quel contexte je viens, dans quel environnement nous sommes, moi j'ai pensé à un moment que j'étais vraiment redevable à l'Éternel. Je pense que Dieu m'a accordé beaucoup de grâces. Même tout ce que vous avez dit là, je considère que ce sont des grâces. Et à un moment, j'ai décidé de suivre Dieu. Parce qu'effectivement, le chemin là que nous empruntons, il est difficile. Et parfois, les gens cherchent des forces supérieures. Et ils vont les chercher parfois dans plusieurs types d'écoles initiatiques. Moi, celle que j'ai choisie, et qui, les gens ne le savent pas, qui fonde aussi cette solidité de conviction, ce courage dont les gens parlent tant, je pense que, pas que je pense, je suis convaincu que ça me vient de Dieu. Et c'est pour ça que moi, je suis très croyant. J'ai donné ma vie au Seigneur, je prie l'Éternel autant que je peux. Et ne pouvant rien lui donner, je me suis dit, bon, je vais chanter pour Je lui prête ma voix. Et je surtout suis que allé, chanter, c'est prier 2 fois. Et je suis allé à l'école de musique. J'ai appris la musique. J'ai appris le chant parce que j'estimais que les gens qui chantent pour Dieu le font mal. Je me suis dit, bon, il faut aussi que j'essaye de bien le faire. Si je dis que je chante pour Dieu, je dois bien chanter. Je suis allé apprendre la musique et le chant. Et au bout, je ne sais pas, de 2 ans, je suis choriste dans mon église. Je forme aussi les jeunes choristes. Ça aussi, les gens ne le savent pas. J'ai même une maquette avec ma chorale. J'ai même 2 chansons dans cette maquette. C'est parfois même diffusé dans des médias à Yaoundé, les gens ne savent pas. Et il m'est arrivé une fois, le chant passait, j'ai dit à quelqu'un, c'est moi qui passe là, il n'y a jamais cru. Très bien. Si on avait été dans une chanson culturelle, je vous aurais demandé de faire un acapella. Mais je chante uniquement pour Dieu. Très bien. Caporal Libby, parlons d'un autre sujet d'actualité, c'est l'adresse du chef de l'État à la nation. Ouais. C'est un rituel. Le 10 février, il s'adresse à la nation. Hier, il s'est adressé une fois de plus à la nation. Entre autres, invite le retour à l'agriculture notamment. Il a encouragé les initiatives sur les NTIC. Il demande aux Camerounais d'être surtout patriotes. Comment vous avez perçu cette adresse du chef de l'État à la nation, comme jeune? Oui, bon, alors, le chef de l'État a dit beaucoup de choses, en fait. Chronologiquement, en fait, bon, il a dit beaucoup de choses. Il a salué les jeunes qui osent, mais sans les citer. Je ne sais pas s'il les connaît vraiment. Il a parlé du patriotisme. C'est très bien. Ce qui m'a étonné, c'est que dans son discours, ils disent que pour certains, c'est une vertu passéiste. Alors, je ne sais pas si certains là doivent certainement se trouver à étudier, parce qu'ils ne me souviennent pas avoir suivi beaucoup de gens. Il y a très peu de jeunes là-bas. Hein? Non, certainement, c'est pour eux. Comme ils sont d'un certain âge, pour eux, c'est passéiste. Mais je ne crois pas que ce soit passéiste. Le patriotisme est plus que jamais au cœur aujourd'hui de l'actualité au Cameroun. Et ça s'adresse à lui-même en particulier. Mais si le patriotisme est au cœur, est-ce que vous percevez véritablement le patriotisme dans l'âme de tous les Camerounais? Non, malheureusement, à cause de l'ordre gouvernant que nous avons. Parce que c'est cet ordre gouvernant qui n'est pas suffisamment pétri de patriotisme. Est-ce que ça ne doit pas être inné, le patriotisme? Mais c'est même une culture, monsieur Okol. Moi, j'aime le terme anglais de patrie, la traduction, fatherland, la terre de nos pères. Le patriotisme, c'est cette disposition d'âme à préserver
ce qu'on a hérité de ses pères pour que ça serve aux générations futures. Alors, vous pensez vraiment que sur la base de l'explicitation que je viens de donner, notre gouvernement est patriotique? Des gens qui ont spolié l'État sans cesse, des parents méchants à qui l'État a tout donné, des gens qui ont compromis l'avenir des centaines de générations. C'est de nature à altérer le patriotisme? Mais c'est eux, est-ce qu'on ne doit les pas premiers croire en sa profondeurs. patrie corps et âme? C'est eux. N'en déplaise à ces considérations. Ben, je suis d'accord que le président le dise, sauf que quand c'est lui qui le dit, ça sonne faux, justement. Parce que, et ça peut se comprendre, je l'ai souvent dit en d'autres occasions, à partir du moment où ceux qui ont hérité du pouvoir à l'indépendance ne sont pas ceux qui ont lutté pour cette indépendance, ils n'en ont jamais mesuré le prix. Et c'est pour ça qu'ils se sont amusés avec le patrimoine national. Ils le confondent avec leur fortune personnelle. J'entends le président Biya parler de patriotisme économique. D'accord, c'est bien de dire les choses qu'on entend dire chez les autres, parce que la première fois qu'il a parlé, c'était le 31 décembre 2011. Il y a un déphasage avec la réalité du Cameroun? Non, c'est des mots et rien que des mots. Oui, parce qu'il a entendu Villepin en parler en 2005 en France. Le patriotisme économique, monsieur Okol. Le président était un tricheur? Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Mais je veux dire sur certains termes qu'il emploie, parfois quand ça fait effet de mode, il se lance aussi. Il a bien parlé de génération Android, ou c'est plutôt quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous dites patriotisme économique pour vous adresser à la jeunesse, mais c'est à vous-même, d'abord, gouvernant, que ça s'adresse. Sécurisez déjà les institutions de la République. Les États-Unis ont recouru en 88 au patriotisme économique en préservant l'économie nationale. De Villepin, je l'ai dit tantôt, l'a fait en France. Nous, ici, qu'est-ce que nous faisons? Regardez la situation de Camtel. Qu'est-ce qu'on fait pour préserver Camtel aujourd'hui contre les assauts de ces autres entreprises auxquelles on donne à bout de bras des licences? Je prends un exemple comme celui-là pour dire que comment est-ce qu'on protège notre patrimoine national. Et puis moi, je voudrais dire, un président qui vient de ratifier les APE, les accords de partenariat économique, pour abandonner notre économie à l'invasion des produits étrangers et effectivement par cet acte détruisant le tissu productif national, alors que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas entrer dans les APE avec un système productif déficient, une balance commerciale déficiente avec des finances publiques incontrôlées. Il l'a quand même fait. Mais c'est pourquoi? C'est pour préserver la banane et l'ananas et aller savoir à qui ça appartient. Cabral, au-delà de ces pesanteurs, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas affaire à une jeunesse quelque peu paresseuse aussi? Est-ce qu'elle est exempte de tout reproche, la jeunesse camerounaise? Je ne suis pas sûr que la jeunesse camerounaise soit paresseuse. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé qu'il ait employé le terme résilience. C'est une jeunesse... C'est le 31 décembre 2015. Oui, mais c'est une jeunesse qui se bat, Arma Okol. Ici, à Douala, où nous sommes, c'est le struggle for life, au quotidien. Les gars se battent pour vivre. Ils ne sont pas paresseux. C'est ceux qui les gouvernent qui sont paresseux, qui ont été incapables de doter cette jeunesse d'un État qui puisse les aider. Quand j'entends... Là, vous parlez de ceux qui ont les boucles aux oreilles, ceux qui ont le pantalon au-dessous des fesses, ceux qui consomment plus d'alcool que les cinquantenaires, soixantenaires d'aujourd'hui. Au col, quand j'étais adolescent, j'ai dansé la raga Murphy. J'ai porté les tennis chassés, comme tous les jeunes de mon âge. Mais vous n'avez pas de tatouage, vous n'avez pas les boucles à l'oreille. Oui, mais écoutez, dans tous les États du monde, vous ne pouvez pas vous appesantir sur la frange marginale. Tout comme j'ai suivi dans son discours, il s'est acharné encore qu'on devrait les sanctionner sur ceux-là qui désertent leur poste, qui prennent le matricule. Mais il faut qu'ils sachent pourquoi aujourd'hui le matricule est devenu simplement une affaire comme ça que les jeunes vont chercher. Simplement parce qu'aujourd'hui, on ne va plus vers un emploi par vocation. Les gars vont faire des concours parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu fais partout. Même si tu n'aimes pas l'enseignement, tu vas quand même à l'école normale. L'objectif étant d'avoir... Mais Cabral, vous êtes contractuel, si je peux le dire, à l'université. Vous n'êtes pas fonctionnaire, vous n'avez pas un matricule. Si, et les contractuels... Si vous voulez, vous avez... Mais Cabral, seulement sur l'éducation et la formation intellectuelle que le Cameroun vous a offert, même si ça a été avec le concours de vos efforts personnels, aujourd'hui vous êtes une sorte de repère. Est-ce que, parti sur votre exemple, il n'y aurait pas des milliers, mais alors des dizaines de milliers de Cabral dans la société camerounaise? Mais on n'a jamais... Je ne suis pas un nihiliste. L'État fait comme il veut, avec un mauvais système éducatif, parce qu'on a un système éducatif dont les contours, personne ne peut véritablement les tracer. À la rentrée dernière encore, on avait le sempiternel problème du livre. Système éducatif qui ne peut pas déjà régler le problème du livre qu'on fabrique avec du bois qu'on a, ça c'est quand même un problème. Mais je me sens redevable vis-à-vis de mon pays. Parce que vous avez fait des efforts que certains jeunes ne font pas. D'accord, mais je m'intéresse à ceux qui les font, justement.
Moi, je me sens redevable vis-à-vis de mon pays. La vraie question, c'est est-ce que mes gouvernants, eux, se sentent redevables de leur pays? Vous parlez de jeunesse. Vous savez quel âge avait André Marie Mbida lorsqu'il est devenu premier ministre du Cameroun sous tutelle en 57? 31, je crois. Il avait 40 ans. Vous savez quel âge Paul Biya a lorsqu'il est directeur du cabinet civil d'Aïdjo en 1967? Il a 34 ans, monsieur Okol. Il a 34 ans. Vous connaissez l'âge de Semenge lorsqu'il est chef d'état-major de l'armée? Il a 32 ans. Vous savez quel âge Nihim Kamdem avait comme ministre de la Santé en 64? Il avait 23 ans. Voilà ceux qui nous gouvernent. Qui, eux, à la fleur de l'âge, et tout le monde était heureux à l'époque. L'aide du temps n'est plus à le qui même il était qu'à cette à tout époque. donner, bourse, nourriture, tout. Les former, tout ce qu'on a demandé d'eux par la suite, c'est qu'ils puissent préserver ce don de la patrie pour les générations futures. Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Alors, lorsqu'on vient me parler, je veux bien qu'ils donnent des leçons à la jeunesse, d'accord, mais il faut qu'ils eux-mêmes fassent le ragionamento. D'ailleurs, de mon point de vue, le débat n'est plus là. Il faut simplement les remplacer par d'autres qui méritent d'être C'est à quoi que vous demandez aux Camerounais de ne plus écouter leur président? Non, un président reste un président. Il faut l'écouter. Mais simplement, ce que nous attendions qu'il nous dise, il ne nous le dit pas. Simplement parce qu'il a... Quoi, exactement? Mais il a... C'est à l'occasion d'un discours comme celui-là qu'il va programmer peut-être 500 000 emplois en 2016? Ça ne se décrète pas. On veut que le président nous dise, sur l'emploi, voilà concrètement ce que j'ai fait. Vous savez, lorsqu'on a dit plusieurs fois les mêmes choses, le président a parlé d'un plan jeunesse qui va coûter 102 milliards. Est-ce que vous savez que c'est la 3e fois que le président parle d'un programme spécial jeune? Le président de la République du Cameroun Et est je un vais même vous démagogue. dire, mais c'est ce que ça veut dire. La dernière fois qu'il a Dites-le parlé... par vos mots. Mais c'est la démagogie primaire. La dernière fois qu'il a parlé d'un plan jeunesse, c'était il y a 3 ans. Il a dit qu'il serait financé par 236 milliards. Il l'a dit le 10 février d'il y a 3 ans. 2 ans plus tôt, il avait parlé du même plan jeunesse, financé cette fois à 150 milliards. Moi, j'ai dans mon ordinateur une grille de tous les discours du président. Chaque fois qu'il dit une chose, je la note. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Oui, mais pourquoi annonce-t-il sans que cela ne soit suivi par les faits? Il m'arrive par moment d'avoir beaucoup, mais vraiment de la compassion pour Paul Biya. Moi, je reste convaincu que c'est il fait pitié? Par moment, c'est ce que j'éprouve quand je le vois. C'est-à-dire, je vois un homme qui, à un certain moment de sa vie, se dit « j'aurais pu faire autrement ». Il veut montrer qu'il peut. Sauf que les 30 années d'inertie à la tête desquelles il s'est trouvé font que son système est complètement gangréné. Donc on dit que c'est son entourage qui est mauvais. Mais que lui, il est bon, mais qu'il a un mauvais entourage. Non. Depuis que les gens font des appels là, il ne leur a pas dit d'arrêter de le faire. Ils l'ont fait en 2007. Il leur a dit qu'il les a compris. Donc, ses propres militants ont crié après les renouvellements catastrophiques au RDPC. Il n'a rien fait, au contraire. Il a promu ce qui en était auteur. Donc, je reste convaincu que ceux qui accusent son entourage devraient accuser tout le monde. Est-ce que l'entourage n'est pas mauvais aussi? Quand on voit à quel point ils établissent des états-majors au sein des administrations. Non. Quand vous connaissez le système, encore que je ne prétends pas le connaître, mais le système de cooptation au Cameroun, c'est lequel? Vous pensez vraiment que ceux qui sont autour du président Biya, je ne les connais pas forcément, je ne sais pas comment ils travaillent. Mais on est dans un système où les gens ne démissionnent pas. Les gens préservent leur beefsteak. Donc même si vous avez dit au président, monsieur le président n'allait pas à droite, et que finalement lui, il a écouté une autre personne qui lui a dit d'aller à gauche, toi qui as dit d'aller à droite, tu assumes. Parce qu'ils sont, pour la plupart des hypocrites. Dans ce cas dont le Cameroun est maudit, Cabral, il n'y a aucun avenir, aucune lueur d'espoir. Dans ce Cameroun, je suis là. Dans ce Cameroun, tu es là. Dans ce Cameroun, il y a d'autres acteurs. On parlait des partis politiques tout à l'heure, il y en a dans la société civile. Il faut simplement que ces acteurs-là se mettent ensemble pour donner une chance à leur propre pays. Et même dans l'ordre gouvernant, tout le monde n'est pas comme on croit. Il y a là-dedans, et moi je m'y suis souvent intéressé sur un certain nombre d'études, sur le cas des APE dont on parlait tout à l'heure. Quand j'ai lu le document qui a été rendu public par le MINPAT en octobre 2013 et qui déconseillait au président d'entrer dans les APE. Mais je me suis rendu compte que ces gars font leur boulot, sauf que personne ne les a écoutés. C'est pour ça qu'on en est aujourd'hui. Je voulais vous prendre quelques exemples. Allez-y, en une minute. Les problèmes de jeunesse sont connus. Il y a les problèmes d'emploi. Bon, cette fois, il n'est pas venu avec beaucoup de chiffres parce qu'il a compris que c'est dérangeant. Mais vous qui parlez d'entourage, en 2015, c'était le 25e anniversaire du Fonds national de l'emploi. Vous savez ce que le DG, l'éternel DG, il est là-bas depuis la création, a annoncé qu'il a créé en 25 ans 443 221 emplois qu'il a insérés. D'ailleurs, il y avait une pluie de chiffres, mais je prends ça. Insertion. Sauf que il a oublié que 8 ans plus tôt, il avait célébré les 18 ans. Et lors de la célébration des 18 ans, il a annoncé que depuis 18 ans, il avait créé
168 000 emplois. Emploi. Ainsi donc, en 8 ans, il a réussi à créer une fois et demie ce qu'il a créé en 18 ans. Effectivement, c'était mensonger. C'est-à-dire, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit qu'il a fait une fois et demie en 8 ans ce qu'il n'a jamais pu faire en 18 ans. On en est là, c'est qu'on tente de mentir. Et on ne doit pas mentir avec tout. C'est pour ça que même lorsqu'on parlait, vous m'arrêtez quand vous voulez, de l'économie numérique, je l'ai suivi aussi dans le discours. Mais vous voulez me parler de quelle économie numérique? D'accord, on est aujourd'hui. C'est parce que ça fait effet de mot. Tout le monde sait qu'en 2015, il est établi que l'économie numérique, ça a été 30% de la croissance mondiale. Mais le chef de l'État, lui, il ne reprend que les éléments que ses collaborateurs lui donnent. Il ne peut pas être partout à la fois. Bonne question. Comment écrit-on les discours du président, justement? Et si vous avez lu, vous dites que je suis partout. J'ai fait un papier, justement, dans l'hebdomadaire Signature, que vous avez lu, où j'ai essayé d'enquêter sur comment sont rédigés les discours du président. Je me suis rendu compte que ça justifiait. Vous semblez dire que les notes viennent de partout ailleurs. Oui, mais généralement, mais qu'il n'y a pas un individu nominatif qui les écrit véritablement. En fait, par an. C'est parce que, bon, moi je m'intéresse beaucoup à ces questions. Et d'ailleurs, ils me donnent eux-mêmes les armes que j'utilise contre eux. Vous savez, le cabinet civil publie depuis 3 à 4 ans un document qui est intitulé « Ce que j'ai dit ». Il y a même un autre qui est édité « Discours et interview du président ». Donc moi, je rentre en possession de tous ces documents, je les dissèque et je fais des tableaux où je mets ce que le président a dit. Parce que moi, je pense que dans la société civile, c'est ça qu'on doit faire. C'est le contrôle citoyen de l'action publique. S'assurer que ce qu'un homme politique a dit, il l'a fait. Et c'est pour ça que j'ai réussi à détecter à chaque fois les petits mensonges. Donc, comment on écrit les discours du président? C'est que généralement, comme il s'adresse principalement deux fois, le 31 décembre, le 10 février. Et le 10 février. Généralement, quelques mois avant, on demande au ministère concerné par les thématiques qu'on a choisies au cabinet civil. Dans le cas d'espèces, éducation, enseignement supérieur, jeunesse. Et des petits papiers. Bon, généralement, les gens envoient les petits papiers à la présidence de la République et c'est là-bas qu'on discrimine et qu'on les traite. Sauf que qui vous dit que les petits papiers qui viennent du ministère de l'Emploi, par exemple, sont vrais? Sont authentiques. Il faut aller les recouper. Très bien. Mais comme c'est venu de là, mais comme ça a été demandé par la présidence, effectivement, on envoie des chiffres qui font qu'on pense là-bas qu'on travaille. Généralement, ils sont mensongers. Et je pense qu'on ne joue pas avec ce genre de choses. Très bien. Cabral Libby, je vous propose une autre halte. On se retrouve tout de suite derrière pour une autre rubrique, celle-là intitulée « Une sur deux ». C'est chaud. Cabral Libby, cette rubrique est intitulée « Une sur deux ». Le principe est simple. Je vous pose une question, je vous fais des suggestions de réponses. Vous avez le choix entre l'une ou l'autre réponse que je vous propose. 10 secondes maximum lorsque vous voulez élaborer, mais nous restons clairs sur le principe. Rassurez-moi déjà, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes choriste, vous croyez en Dieu, et vous savez que dans la Bible, l'un des premiers commandements, c'est « Tu ne mentiras point ». Oui, mais Très en bien. fait, il n'y a pas un ordre. Hein. Tous les commandements se valent. Se valent. Alors, Cabral, vous est-il déjà arrivé, oui ou non, une fois au moins dans votre vie, de tromper votre femme? Je pense que c'est des questions compliquées. Oui ou non, Cabral? Quand je vais dire non, vous ne me croirez pas. Mais la réponse est non. Répondez en âme et conscience et pensez à ce Dieu que vous servez lorsque vous chantez, qui n'accepterait pas que vous puissiez mentir. Je parle bien de ma femme. C'est-à-dire, on compte à partir du moment où nous sommes passés la barre. Ah, quand vous ne vous êtes pas passé la barre, c'est arrivé? Non, tu as dit ma femme. En fait, pour le juriste que je suis, tu parles de mon épouse. Permettez que je pose la question. Ben allez-y. L'avez-vous fait avant que vous ne soyez devant le maire? Ça, c'est donc une autre question. Oui. Répondez à cette autre question-là. Vous la mettez où, cette autre question? C'est moi qui pose les questions. Vous êtes là pour répondre aux questions. Oui, avant, oui. J'avoue. Et elle le sait, elle peut se m'attraper. Mais... Elle vous a surpris? Non, pas qu'elle m'a surpris. C'est que, bon, en fait, ça se faisait dans un environnement où, vous savez, elle est maligne. Elle a enquêté, bon, elle l'a attrapé. Bon, qu'est-ce qui peut amener un homme à tromper la femme avec laquelle il est? Bon, c'est des questions compliquées. Je pense, pour moi, que la fidélité est une grâce. Divine alors? Oui, je pense que la fidélité est une grâce. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour rester fidèle. Parce que humainement, charnellement, c'est difficile. Charnellement, il y a un adage qui dit qui a bu boira. La chair est faible. Ce n'est pas moi qui le dis. Votre femme nous suit ce soir-là? Oui, la chair est faible. Et je pense qu'il faut vraiment que Dieu vous aide, M. Okol. Les tentations, vous savez, le diable, les tentations, elles sont partout. Et surtout dans le contexte où nous vivons maintenant, c'est très compliqué. Et quand on sait que qui a bu boira, ça veut dire que
le jour où vous serez incapable de vous retenir, ça pourrait encore arriver. Non, Et comme elle est habituée à vous pardonner... Non, je reste convaincu que, le Dieu que je sais m'accompagnera toujours. Et je pense qu'il y a un autre élément qui est important, c'est la chaleur qu'il y a dans un couple. C'est l'amour qu'il y a dans un couple. Je pense que moins un couple est en harmonie, plus il est tenté par l'infidélité. Et l'inverse, évidemment, vaut. Très bien. Donc, je reste convaincu que l'amour avec mon épouse demeurera, que le Seigneur nous accompagnera. Et puis, il y a une autre exigence, qui est celle-là, j'ai envie de dire, d'ordre pratique. Lorsque, comme moi, vous vous retrouvez sans forcément l'avoir voulu, comme je suis aujourd'hui, vous-même vous dites que quand je passe en route, on me reconnaît. Vous vous doutez bien que lorsque je serai passé... La tentation est plus grande encore. Oui, elle est plus grande en quantité, effectivement, c'est-à-dire de Même en qualité aussi. Peut-être même aussi en qualité, mais dans ce moment-là, vous priez davantage pour que Dieu vous donne la force d'y résister. Très bien, que Dieu vous accompagne, Cabral. Sur la Qu'il vous accompagne, votre Dieu, parce que Amen. même dans vos propos, Amen. on comprend que on n'est pas arrivé au bout du tunnel. Laquelle de ces deux situations appréhendez-vous la plus? Ne pouvoir vous retenir un jour et succomber à la tentation d'une ou sans doute de vos multiples conquêtes, ou d'apprendre que votre femme fréquente régulièrement un autre homme que vous? Quelle est la situation que vous appréhendez le plus? Oh, écoutez, les deux. Ce que je dis de moi vaut pour ma femme. Donc, Mais qu'est-ce que serait pire pour vous? Que ce soit vous qui succombiez ou que ce soit elle qui fréquente régulièrement? Je pense que les deux situations auraient les mêmes effets. Ces deux situations redoutables, elles auraient les mêmes effets. Bon, maintenant, en fait, vous savez, j'ai souvent entendu que les gens se suicident ou tuent les gens parce qu'ils ont... Vous n'êtes pas de ce genre, vous semblez être un caïd. Oh, vous savez, sur ces choses, on ne sait jamais comment on va réagir. Mais bon, mon tempérament, quand même, me prédispose à ne pas aller jusqu'à ce type d'acte-là. Très bien. Mais tant qu'on n'est pas face à ce genre de choses... On ne peut pas savoir. Donc je prie l'Éternel que ça ne m'arrive. Vous est-il déjà arrivé, une fois au moins, oui ou non, de vous faire draguer par une femme? Oui, c'est déjà arrivé. Pas pour m'en vanter. Tout petit, ça m'est arrivé, je crois. Et d'ailleurs, mon père m'a beaucoup battu pour ça parce que la fille m'avait adressé une lettre d'amour. C'était à l'école primaire. Je l'ai gardée, mon père l'a trouvée. Il a estimé que, au lieu d'apprendre, c'est ce genre de choses qui m'intéressaient. Il m'a bien fouté. Ce qui fait que j'ai été très hostile aux femmes pendant un bon moment. Pour vous qui suivez régulièrement les compositions à l'université de Yaoundé 2 à Soa, et donc qui êtes au fait de ce qui se passe là-bas, selon vous, oui ou non, existe-t-il des NST là-bas, les notes sexuellement transmissibles? Bon, vous savez, quand vous êtes à l'examen, vous surveillez les étudiants. Donc, même si le sexe intervient, ce n'est pas pendant l'examen. Il intervient certainement avant. Et les mécanismes d'infusion de notes sexuelles se font après l'examen. C'est-à-dire pendant les corrections, par des réseaux. Ça existe, le phénomène existe là-bas? Le phénomène de fraude existe d'ailleurs toujours, mais dans une portion aujourd'hui congrue. Et c'est l'occasion de rendre hommage, les gens ne le savent peut-être pas, au professeur Foguet, qui, sous la coordination acharnée du professeur Magloire Ondoa, je parle pour la faculté que je connais, des sciences juridiques et politiques de droit de l'Université de Yaoundé 2, ont œuvré pour réduire la fraude à la portion congrue. Mais pas seulement en combattant la fraude proprement dite, mais en prenant aussi des mesures de gouvernance en amont, notamment l'allègement des matières, l'enrichissement des enseignements. Vous savez, mais le phénomène, lui... Dans cette faculté, les TD se font systématiquement pendant 2 mois. Et aujourd'hui, vous savez comment on publie les notes dans cette faculté? On les publie pratiquement le lendemain de la composition. Non, le doyen a mis sur pied un système tel que même les mécanismes de fraude sont vraiment mis en déroute. Très bien. Que pensez-vous du style vestimentaire DVD, entendez, dos et ventre dehors, perceptible et visible dans presque tous nos centres urbains? Est-ce une évolution des mœurs et de l'air du temps ou des effets pervers de notre société? C'est tout ça. Les gens, les jeunes filles voient les clips et imitent leurs stars. Bon, ça existe partout. C'est des effets, c'est le contexte contemporain qui se prête à ce type de choses. Très bien. Mais je pense que le plus important, c'est de canaliser tout cela. Je pense qu'on est dans un contexte où il faut davantage d'éthique et puis surtout des modèles alternatifs.
Très bien. Selon vous, lequel de ces deux effets a créé en son temps l'interdiction de la chanson à succès de Franco Koulé la Petite par le préfet du Vouri? Est-ce que ça a eu pour effet d'amplifier l'ampleur de la chanson ou alors ça a quand même permis de tirer la sonnette d'alarme, à votre avis? Les deux. Ça a ajouté au succès qu'on connaissait la chanson. Je me souviens, j'écoutais Claudie Siard sur RFI, qui alors se payait la tête de ce préfet en disant, ben, écoutez, suivez la chanson que vous allez suivre est interdite au Cameroun par un préfet. Ben, écoutez, nous, la semaine prochaine, nous recevons Franco ici. Alors, ça m'a tellement amusé. Je me suis dit, ben voilà, vous savez, les interdictions, surtout d'une chanson qui a déjà du succès, ça ne peut que amplifier. Très bien. Entre une cassette de Jean Bikoko Aladin et un CD du groupe X Malea, lequel choisirez-vous? Alors là, je reste convaincu que je vais écouter vraiment les deux. Je vais trouver un moyen d'écouter l'un après l'autre. Vous esquivez le principe de l'émission, hein? Non, c'est celui de faire ressortir vos préférences. Non, vous avez bien pensé le truc. C'est deux registres totalement différents. Aladin, c'est un monument de l'identité culturelle Bassa. Je suis Bassa. X Malea, c'est un groupe qui se distingue par le sérieux de son travail. Et Dieu sait que pour quelqu'un qui a appris la musique, il sait qu'ils font de la bonne musique. C'est-à-dire, je suis départagé. Selon les époques, je choisis l'autre pour ne pas perdre ma connexion avec mes souches. Et je suis obligé de choisir l'autre pour me retrouver dans le contexte actuel où nous sommes malheureusement, j'ai envie de dire, étouffés par toutes sortes d'âneries qui viennent de partout. Et de blagues. Laquelle de ces deux situations vous paraît la plus injustifiée sur le plan du laxisme? Les films pornographiques diffusés toutes les nuits dans les chaînes du Cap ou alors les points agréés de prostitution dans tous nos centres urbains? Laquelle de ces deux situations vous paraît la plus injustifiée en matière de laxisme? Qu'est-ce qui vous paraît être plus laxiste que l'autre entre ces deux situations? Le fait que les films pornographiques soient diffusés au vu et au su dans certaines de nos chaînes ou alors le fait qu'il y ait des points de prostitution agréés dans nos villes? Vos questions sont compliquées. Je crois que la situation qui est la plus impardonnable, c'est celle de la diffusion des films porno. Parce que je reste convaincu qu'elle porte plus préjudice à nos enfants que l'autre situation. Parce que les enfants peuvent aussi aller dans les points de prostitution. D'accord, oui, mais la probabilité pour que les enfants de 10, 11, 12 ans se retrouvent quand même en train de se chercher dans des points de prostitution à 2 heures de la nuit, cette probabilité est plus faible que celle, justement, de prendre la télécommande à la maison, de zapper. Et sur un zap, vous êtes déçu. Alors, Cabral, dans la légende, on désigne parfois le peuple Bassa comme un peuple belliqueux et détenant presque toujours, vous le savez, le timbre à la portée de la main. Est-ce que c'est un procès d'intention ou alors une vérité à la base, mais amplifiée par la suite? Je crois que c'est vrai et ça doit être préservé. Le peuple Bassa est un peuple de gens belliqueux et c'est un peuple... Et c'est une bonne chose, ça? Oui, je crois que c'est un trait d'identité. Au même titre que les Bamileke ont les leurs, les Ewon ont les leurs, d'autres mangent le savon, dit-on, et tout. J'en sais, bon, évidemment, il y a des clichés. C'est dans les gènes, alors? Dans tout cela. Oui, je crois que c'est justement dans les gènes. Parce qu'il faut connaître l'histoire du peuple Bassa pour le comprendre. Et j'ai même envie de m'arrêter dans une histoire toute récente. Le peuple Bassa est un peuple à qui les choses n'ont véritablement été données facilement. Donc, ils se sont toujours battus pour obtenir quelque chose. Donc, nous, on a cette culture. C'est aussi pour ça qu'on nous prête beaucoup de mérite dans un certain nombre de choses. Je le dis parce que moi, j'ai grandi au village. Donc, l'une des choses que tes parents t'apprennent quand tu es tout petit, c'est que sache que la vie il faut revendiquer, la vie est un combat. Tu devras être le meilleur pour pouvoir émerger. Et les Bassas grandissent comme ça. Et du coup, avec leurs droits, on ne s'amuse pas. Lorsque vous écoutez, juridiquement et mystiquement d'ailleurs. Lorsque vous écoutez parfois, c'est la prochaine question, nos frères des régions du nord-ouest et du sud-ouest parler de marginalisation, vous avez envie de les accompagner dans la revendication ou vous avez envie plutôt de leur demander de se taire? Pour le peuple Bassa, c'est ça que vous juxtaposez, c'est-à-dire les anglophones et les Bassa. C'est vrai, les contextes ne sont pas les mêmes, mais je suis bien tenté
de les accompagner. Ils sont marginalisés. Je pense, bon, en fait, je pense qu'il y a un peu d'exagération aussi dans tout cela. Parce qu'il n'est pas établi aujourd'hui que les anglophones sont plus marginalisés que les peuples de l'Est, par exemple. Vous faites bien de prendre cet exemple. Ils ont tous, oui, je fais un dessin, ils ont tous de hauts responsables dans l'administration. Et le niveau de pauvreté qu'ils dénoncent, ben, il est parfois même plus perceptible ailleurs que là-bas. Maintenant, donc en réalité, il faut nuancer tout ça. Très bien. Pour vous, qui représente le plus grand danger de la République entre un haut fonctionnaire, donc de la fonction publique, dont le fantasme est d'aller avec les jeunes filles de 15-16 ans, ou alors un qui détourne 10 millions dans les caisses de l'État? Qui est plus un danger pour la République? Celui qui va avec les petites filles de 15-16 ans. Et celui qui détourne 10 millions. Et celui qui détourne 10 millions. Alors, d'abord, tu m'excuseras, en évoquant la question anglophone tout à l'heure, il faut quand même préciser qu'ils ont des revendications, j'estime, notamment sur la langue, notamment sur la prise en compte de la langue, c'est-à-dire la langue qui est une anglaise. revendication légitime, oui, selon qui, vous. à certains points, me paraît véritablement légitime, même si on pourrait leur opposer la même chose. Parce que quand vous êtes francophone et que vous vous retrouvez dans cette zone, les avocats et les magistrats en savent quelque chose, ça peut être difficile. Ils sont très, très fermés sur ces choses-là. Mais pour en venir à ce que vous dites, lequel est le plus dangereux? Le haut fonctionnaire qui va avec les fillettes de 15 ans. Bon, j'ai envie de dire que comme juridiquement, le droit au Cameroun autorise une fille de 15 ans à se marier sous réserve que ses parents l'autorisent. Et puis on sait dans les cultures du Nord et tous les peuples du Nord que ça se fait. J'ai envie de dire que si c'est encadré, si le haut fonctionnaire a pris la peine... Ce n'est pas du fantasme, c'est-à-dire qu'il ne va pas avec une seule. Alors, d'aller avec plusieurs, si c'est dans le cas de la polygamie, puisque le droit l'autorise, bien évidemment, je refute ça. Je pense qu'à 15 ans, on est mineur. D'ailleurs, je suis contre ces dispositions légales. Je rejoins un peu les féministes sur ce plan, les juristes féministes. Je pense qu'à 15 ans, c'est des mineurs. Il faut ramener cette affaire. Qui est donc plus dangereux? Il faut ramener... Le détourneur ou... Mais compte tenu de la législation actuelle, je pense que celui qui fait plus de tort à la République, c'est celui qui détourne les fonds publics. Très bien. Parce qu'il ne compromet pas seulement 2 ou 3 filles avec lesquelles il pourrait se taper... Mais la République tout entière. Répréhensible. Mais alors, c'est un nombre beaucoup plus représentatif. Sortons de cette rubrique. Selon vous, la coopération sino-camerounaise est-elle plus bénéfique que celle d'avec d'autres pays, notamment de l'Union européenne, du fait de son apport économique et des infrastructures notamment, ou alors néfaste de par l'invasion de son territoire? Moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de différence. Je pense qu'il n'y a pas de différence à terme. Entre la coopération sino-camerounaise... Oui, parce qu'il faut savoir ce qu'on reprochait à la coopération avec l'Occident. C'était, le transfert de technologie. Est-ce qu'avec les Chinois, nous avons le transfert de technologie? Vraisemblablement non. Non, c'est clair, c'est non. Puisque nos experts le disent tous les jours. Il n'y a pas de transfert de technologie. On reprochait aux autres de nous prêter de l'argent pour faire des choses à des taux d'intérêt élevés. D'accord, avec les Chinois, les taux d'intérêt sont bas, mais nous devrons toujours rembourser. Surtout que dans ce qu'ils nous font à moindre coût, il y a aussi que c'est fait à moindre qualité. Donc finalement, si Tiris Paribus, toutes choses étant égales par ailleurs, comme disent les économistes, on se retrouve dans une situation... Qu'est-ce qu'on fait? On se referme alors? Non. Dans un monde devenu village planétaire? Pas du tout. Encore que j'ai envie de dire oui. Mais nous devons aujourd'hui cultiver la coopération sud-sud. Sauf que vous me direz, avec la Chine, c'est sud-sud. Mais je pense qu'entre nous, Africains, nous devons développer nos liens de coopération. Ce serait plus bénéfique. Je discutais il y a quelques jours avec l'ambassadeur du Sénégal et je découvrais à quel point, en Afrique de l'Ouest, notamment, ils ont conscience de cela. Quand il m'a donné les chiffres, les statistiques sur la coopération avec les pays voisins, je me suis dit waouh. Et c'est vers ça que nous devons aller. Ce n'est que ça que Kwame Nkrumah disait il y a dans le conscientisme en 66. Très bien. On sort de cette rubrique, Cabral C'était un Libé. ouvrage. Nous avons voulu poser la question à des jeunes de ce qu'ils pensent de vous. Nous avons trouvé trop facile de le faire dans les centres urbains. À Yaoundé ou à Douala, on vous connaît énormément. Nous sommes partis très loin. Nous sommes partis à Yabassi et curieusement là-bas,
Ils vous connaissent, ces jeunes. Je propose que Mais nous les différemment, écoutions. je vois le piège venir. Vous comprenez? Non, il n'y a pas eu de piège. Ah, Il y a eu un vous, concours de circonstances, tout simplement. J'ai découvert ce soir Alors, que notre amitié était relative. on va à Yabassi écouter ces jeunes et tout de suite après cet élément, nous allons écouter un jeune, lui, à l'est du pays, à Bertois, qui a une question précise à vous poser. Et après quoi, nous allons tout simplement conclure cette émission. On écoute les jeunes de Yabassi, puis la question du jeune. Ah, Cabral Libi, je l'aime bien, c'est quelqu'un de sympathique. Nous avons ensemble fait un plateau conférence de presse aux côtés du docteur Olivier Billet sur Douala à l'hôtel du Parc des Princes. Et je crois que c'est quelqu'un de très positif, porteur d'énergie nouvelle. Et il faudrait qu'il en ait conscience. Qu'il en ait conscience parce que aucune nation ne naît grande. Les grandes nations sont l'œuvre de leurs concitoyens. Et Cabral Libi fait partie des gens qui peuvent amener les Camerounais à ne plus désespérer dans son sens critique, mais aussi analytique de la situation socio-politico-économique de notre pays qui a besoin d'énergie nouvelle pour permettre à la jeunesse et à toutes les générations qui arrivent d'espérer. Je crois qu'il est dans une dynamique que je lui souhaite prospère et je lui demande surtout de ne pas rendre marchand les qualités et les attributs divins que Dieu lui a donnés. Il en est de même pour tous ceux qui fédèrent les énergies et donnent le sentiment que le Cameroun n'est pas une république mercantile et que tout ne s'achète pas. Les valeurs morales, les valeurs républicaines, il faut les défendre de toute son énergie. N'en déplaise à tous ceux qui pensent que la République est finie. Bon vent à Cabral Libi et qu'il en ait conscience du dynamisme spirituel et divin que Dieu lui a donné. Un journaliste dynamique, grand leader pour les jeunes, qui va un peu dans le sens de Charles Atiba Aimé parce que c'est un homme vrai par rapport à ses interventions sur les chaînes de télé et de radio que j'ai souvent suivies. C'est un monsieur que j'apprécie. Bonsoir Cabral Libi, Li Ngenge, c'est bien ça votre nom. Je m'en voudrais de prime abord d'embrayer à ma question sans remercier au préalable monsieur Armand Ocol qui nous a fait le plaisir et l'honneur de choisir une personnalité de votre éminence à cette émission ultime du 11 février, date où nous commémorons la jeunesse du Cameroun. Merci Armand Ocol. Ceci dit, j'ai souligné l'éminence de votre personnalité, monsieur Cabral Libi. Votre nom est fort évocateur, avec une consonance panafricaniste de pure souche, sauf si le nom Cabral est un prénom d'emprunt européen. Mais il me souvient quand même que Cabral était un homme d'État du côté de la Guinée-Bissau en son temps. J'ai parlé de votre éminence, de votre nom qui sonne particulier. Donc Cabral Libi Lingenge, le genre de nom qu'on aimerait avoir. Et quand j'ai parlé de votre nom, j'ai remarqué que vous êtes, comme avec certains jeunes, j'ai nommé le feu regretté Ateba Yéné, cette catégorie de jeunes-là qui force une certaine admiration, autant pour moi. J'ai noté aussi, depuis le temps que je vous regarde sur les plateaux de télévision et que je lis certains de vos écrits et que je suis certaines de vos interventions, vous êtes un jeune sage, intelligent, doublé de ce que vous soyez intellectuel. Vous êtes leader d'opinion, parce que il ne faut pas se le cacher, votre opinion compte dans le triangle national et même au-delà. Mais enfin, vous avez même la carrure et la prestance
physique. Donc vous ne ferez pas un mauvais chef d'État sur tous les plans. Plan moral, plan intellectuel, plan personnel, plan physique. Mais enfin, vous est-il jamais passé, M. Cabral Libye, à l'esprit que à ce moment où on déplore une certaine bureaucratie, une certaine gouvernance, un certain gouvernement d'octogénaire, vous est-il jamais passé donc à l'esprit, monsieur Cabral Libye, que vous ferez un très bon chef d'État pour le Cameroun? Merci et bonne fête de la jeunesse. Cabral, la question est claire, précise. Si il m'est déjà arrivé de penser à être président. Pourquoi pas, d'avoir des ambitions politiques. Vous avez dit tout à l'heure appartenir au G18 et vous rêvez de l'alternance. Pourquoi ne prendriez-vous pas la tête d'un mouvement et de rêver plus grand? C'est la question que vous... Je pense que ça va arriver. J'ai des ambitions politiques. J'ai commencé il y a 10 ans, plus d'ailleurs maintenant. Je vais continuer. Je pense que, autant que Dieu me le permettra, qu'il m'accordera la grâce un jour de présider aux destinées de mon pays à une des strates y afférentes. Ça pourrait être la strate suprême, ça pourrait être des strates inférieures, mais cette flamme-là m'anime. Je pense qu'au-delà on me prête des critiques, mais je sais aussi reconnaître ce qui est bien fait. Je me prépare aussi mentalement, intellectuellement et physiquement à assumer un jour des responsabilités de gouvernement. Très bien. Indiscutablement. Très bien. Cabral, c'est la dernière rubrique. Ce sont des visages qui vont défiler. Vous allez les apercevoir là. Vous aurez 10-15 secondes pour dire ce que vous pensez de chacun de ces visages. Vraiment, un ou deux mots. Commencerons tout de suite par le premier de ces visages. Ah, Brenda Bia. Je crois que c'est elle. C'est bien. J'ai d'ailleurs fait une chronique, lettre à Brenda Bia. J'ai suivi ses frasques récemment. Bon, des frasques de jeunesse. Bon, il y a une seule chose qui m'a heurté, c'est l'impudeur qu'elle a pu avoir à évoquer tout ce qu'elle disait. Mais bon, le montant ou ce qu'elle a subi? Non, surtout le montant. $400, équivalent de 220 millions oui, pour les frais de taxi. Oui, elle n'a pas réalisé... c'est de sa faute à elle ou de la faute de celui qui met autant d'argent à sa disposition? C'est la faute du cadre dans lequel elle a grandi. Elle a grandi où on a un rapport impudique avec la fortune publique, avec le patrimoine de l'État. Un enfant... Donc son malheur à elle, c'est de l'avoir déclaré? C'est même pas un malheur. Elle a fait comme elle sait qu'on fait là où elle a grandi. Très bien. Le prochain visage? Alors, c'est la Miss Cameroun. 2015. 2015, je crois que j'ai vu sa photo dans un journal où j'étais classé parmi les 50 jeunes Camerounais qui ont fait vibrer le Cameroun en 2015. Mais écoutez, les concours de beauté, c'est bien. En fait, je veux dire, est-ce qu'elle incarne quand même une sorte de miroir pour la jeunesse de sa génération, selon vous? Je ne pense pas. Peut-être parce que sa feuille de route, effectivement, n'est pas suffisamment étoffée. J'ai souvent entendu dire que, bon, tous ceux qui organisent ça ne visent pas toujours ce qu'ils disent, mais bon, en fait, c'est bien, en fait, une belle Camerounaise. C'est aussi bien de mettre en avant la beauté camerounaise. Bon, évidemment, ce n'est pas des sujets qui me passionnent. Très bien. Je veux dire, si je zappe, je trouve ça, je regarde. Le prochain visage? C'est Nathalie quoi, je crois. C'est bien elle. Oui, la fille qui a des affaires compliquées avec Samuel Eto'o. Je suis en train de lire son ouvrage, mais du peu que j'ai déjà lu, je pense la moitié, où elle raconte comment elle a appris à faire la prostitution, qui l'a initiée, combien elle gagnait. Et puis j'imagine qu'à la fin de l'ouvrage, elle le regrettera. Je me demande si faire étalage de ce passif l'a grandi. Mais bon. C'est pas de bonne guerre qu'elle se défende après ce qu'elle a subi? Bon, maintenant... Qu'on l'affiche sur la toile. Supposer qu'elle soit en guerre avec Samuel Eto'o, qui a toujours nié avoir mis ses photos sur le net, mais à qui on attribue la paternité de ses actes, à supposer qu'elle veut répondre, parce que c'est le titre de l'ouvrage, Revenge Porn. Je l'ai reçu par mail, donc je suis en train de le lire en numérique. D'ailleurs, j'ai appris que c'était une fuite à la maison d'édition, mais moi j'ai reçu, donc je lis. Écoutez,
dans ça, le ton n'est pas un ton de revanche. C'est un ton d'étalage de ces frasques. Parce que si c'était la revanche, elle allait donc aussi faire des révélations croustillantes sur Samuel Eto'o, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, elle a un ton très lénifiant. Je pense qu'au-delà, elle a simplement voulu donner une leçon à Samuel Eto'o en lui disant ah, ben, écoute, tu me fais la guerre, moi j'ai de la hauteur, je te montre qu'on peut aborder ces questions en parlant de soi-même sans invectiver l'autre. Je crois que c'est ça. Maintenant, est-ce que ça marche? J'en sais rien. Très bien. Ce n'est pas un livre qu'il faut conseiller aux enfants de moins de 16 ans. Très bien. Le prochain? C'est Mbafor. Jean-Marc Afessi Mbafor. Le président du Conseil national de la jeunesse. Oui, bon, lui, il est à plaindre. Parce qu'il s'est retrouvé à la tête d'une affaire d'un mort-né. Comme je dis toujours, le Conseil national de la jeunesse a été émasculé dès sa naissance en 2009. Donc, bon, c'est fait pour des parades. Son prédécesseur a essayé de se battre. Il a fait comme il a pu. Donc, en réalité, n'ayant pas un agenda clair, le statut juridique étant plutôt vacillant, bon, il se retrouve en train de se triper là-bas sur des partages de quelques millions. Évidemment, tout cela est fait à dessein, parce que dans notre pays, c'est cette jeunesse-là dont, quand ils font comme ça, on dit, vous voyez, alors les jeunes, voilà ce qu'ils font quand on leur donne des responsabilités, alors que tout a été fait pour qu'on en arrive là. Ils sont très méchants, hein, certains de nos aînés. Le prochain visage? Alors, c'est Madame Bango. Je crois. Françoise. Françoise, que je confonds d'ailleurs souvent avec Charlotte. Ben, écoutez, c'est une compatriote devant la performance de qui je me suis incliné et que je continue à m'incliner à la porter haut l'étendard de notre République. Ce que je regrette, c'est que ce ne soit plus le cas aujourd'hui. Je pense que si elle gagnait une compétition aujourd'hui, c'est plus le vert ou jaune. Pas du tout. Elle mettrait sur ses épaules, même si évidemment à la Fédération d'athlétisme, on peut changer de nationalité tous les jours. Donc je regrette que... Qu'elle soit partie, elle, ou qu'on l'ait poussée à partir. Rien ne justifie qu'on parte. Bah, écoutez, monsieur Okol, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi moi je pars? Parce qu'on veut changer les choses de l'intérieur. Je ne trouve pas d'excuses à ceux qui partent, surtout dans ces circonstances. Maintenant, je peux comprendre que certains, parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes Camerounais, et ça s'adresse encore à Paul Biya, qui partent. Je reste convaincu que beaucoup de gens ne partent pas de leur pays de gaieté de cœur. Donc, une fois que j'ai dit que je ne trouve pas d'excuses, je comprends. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis impliqué dans le débat de la double nationalité. Mais en disant qu'il faut aujourd'hui recadrer la loi du Code de la nationalité de 68 au Cameroun, au cas par cas, en tenant bien compte de ceux-là qui sont partis pour se chercher, comme on dit, et qui voudraient revenir. Qu'il faut distinguer de ceux-là que j'appelle passagers clandestins, qui occupent de hautes fonctions ici depuis 20-30 ans, qui ont gardé la nationalité et qui ont changé de nationalité. Alors ceux-là, ils ont trouvé une autre nationalité comme planche de salut parce qu'ils savent que leur gouvernance peut un jour amener le feu au Cameroun. Et eux, ils s'aménagent des portes de sortie et ils veulent utiliser les Camerounais légitimes qui sont partis se chercher. C'est pour ça que je les appelle passagers clandestins à cause de la double nationalité. Le prochain visage? Ben, écoutez, Samuel Eto'o, c'est notre grand joueur. Je regrette simplement la façon avec laquelle il est sorti de l'équipe nationale. Je le dis pour lui-même et pour ceux qui l'ont mis dehors. Pour lui-même, parce que s'il m'avait écouté, moi je ne suis pas sûr qu'il m'écoute, on ne se connaît pas, mais une fois quand il était ami avec Paul Biya, sa famille et tous les autres, je disais, ce gars ne sait pas où il met les pieds. Une fois qu'ils l'auront suffisamment... Ce malheur vient de là? Oui, il s'est pris la tête, le naïf, en croyant que parce qu'il peut saluer Chantal Biya de temps en temps, il était très puissant. Sauf que ceux-là, quand ils se mettent ensemble pour te piétiner, ils ne se privent pas. Très bien. Le prochain? Alors c'est le fils du président, je crois. Franck Biya. Franck. Je ne le connais que comme vous me le montrez là. J'ai appris à une époque qu'il vendait le bois, mais je ne sais pas ce qu'il fait exactement maintenant. Regrettablement. L'effacer? C'est son choix. D'ailleurs, comme son père. Hein. Vous ne voyez son père que quand il va à l'aéroport et quand il fait des discours. Très bien. Le prochain? C'est pas... Alors, j'arrive... C'est Mounouna Foutsou? Exact. Le ministre... L'actuel ministre de la Jeunesse. Vous voyez comme il est jeune, le ministre de la Jeunesse. Il ne s'est pas nommé là. Oui. Il a hérité d'un décret. Je salue sa jeunesse. On est jeune jusqu'à 77 ans. Il ne doit pas être bien loin de ça, justement. Prochain visage. Oh, Charles. Charles Atibaïné. Le courage, la verve, la prise de risque.
Je pense que la tonalité de sa voix résonnera jamais dans les oreilles des générations qui ont eu le privilège de l'écouter et de le côtoyer. D'aucuns estiment que vous êtes son dépositaire aujourd'hui dans justement cette prise de risque, dans l'aura et dans la défense des intérêts de ce qu'on appelle vulgairement les sans-voix. Pour tout vous dire ça, mon nom, je pense que c'est un gars, surtout, il était de l'ordre RDPCiste, il a eu beaucoup de courage, avec les dangers que cela comporte, avec les erreurs que cela peut comporter. Moi, je l'avais dit au jour de ses obsèques, c'était d'ailleurs sur la CRTV, que moi je pense qu'il était dans un combat, je suis dans ce combat, un soldat est mort, d'autres continuent, et je l'ai dit clairement, je continue le combat jusqu'au jour où je tomberai aussi. J'espère que ce ne sera pas d'ici. Ne tombez pas d'ici tout, Cabral, s'il vous plaît. On a besoin de poursuivre le combat en corrigeant ses erreurs. Très bien. Prochain visage? Jacques Famendongo, je ne dirais pas beaucoup de choses. C'est mon patron, il a obligation de réserve. Mais dans la manière avec laquelle il manage le ministère de l'Enseignement supérieur? Écoutez, obligation de réserve veut dire que ce qui concerne les choses de mon patron, je n'en parle pas dans ces circonstances. En doctorant, vous êtes quand même, on peut dire, à une certaine mesure, étudiant finissant. Bon, écoutez, dans le journal Signature qui vient de paraître, il fait d'ailleurs une sortie. Je pense que, puisque vous voulez que j'en parle, vous insistez, je pense que c'est quelqu'un qui a apporté sa marque dans l'enseignement supérieur, dans ce qu'on appelle la nouvelle gouvernance universitaire. Là, on perçoit le droit de réserve, hein, non, que vous utilisez. Oui, mais il y a effectivement des insuffisances dans cette nouvelle gouvernance universitaire. Si on prend par exemple le LMD, qui est un des prédicats de la nouvelle gouvernance universitaire, je pense qu'on a certes le LMD aujourd'hui dans l'affichage, c'est-à-dire en théorie, nominalement, mais dans le fond, on est loin du LMD, avec l'absence de mobilité interne, mobilité enseignante, mobilité... Très bien, mais, vous l'avez dit. Il y a beaucoup de choses qu'il a apportées dans la gouvernance sociale. On vous a compris, Cabral. Le dialogue à l'université, je pense que c'est des choses qu'on doit... Le dernier visage. Paul Biya, c'est un homme, je pense que dans 2 jours, on va fêter ses 83 ans. Pour quelqu'un qui est là dans la haute sphère depuis très longtemps, s'il pouvait m'écouter, je lui dirais, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, prenez votre retraite. Vous avez fait, comme notre confrère a tous dit souvent, vous fîtes ce que vous pûtes. C'est Soulé Honoré qui aime le dire. Très bien. Donc je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. Et je pense qu'il court le risque d'une cinglante défaite électorale s'il s'entête à écouter ceux qui redoutent l'alternance comme la peste. Je ne pourrais pas faire le commentaire. Cabral, nous arrivons au terme de cet entretien. Ça n'a pas été facile de l'arrêter. Comment vous l'avez trouvé, l'entretien? Ben, partant de ce que nous avons une certaine affinité, je croyais que ce serait plutôt facile pour moi. Mais là, je me rends compte qu'il a fallu, par le moment, que je convoque d'autres énergies pour m'en sortir. Mais c'est tout à ton honneur et à l'honneur de ton programme. J'espère simplement, je te l'ai dit quand tu m'as proposé ça, que je ne pense pas aujourd'hui avoir le niveau de participer à ce type d'émission où tu es seul invité. En fait, c'est réservé aux grands. Mais bon, c'est ça aussi qui fait les grands. Peut-être qu'à partir d'ici, je serai plus grand. Sait-on jamais. Cabral, modestement, moi je voudrais déjà vous remercier, vous, d'avoir accepté depuis le début de ce programme de travailler bénévolement, d'être participant, de m'aider parfois à tirer certaines informations des invités. Et je m'en tiens du seul fait que quand j'ai annoncé sur la toile que vous étiez invité, eh bien, il y a eu plus de réactions. Preuve que vous incarnez, c'est un repère, Cabral. Prenez-le au sérieux, travaillez d'arrache-pied, grandement, davantage, comme vous le faites si bien, et vous me permettrez de vous prier d'adresser à votre douce, charmante et ô combien énorme en termes de potentiel, votre épouse, grâce à qui cette émission s'est faite, qui vous a convaincu finalement à venir. Transmettez-lui toutes les amitiés de Ocol, mais de LTM et de toute sa hiérarchie. C'était un énorme plaisir. Nous espérons avoir apporté quelque chose de plus à tous nos nombreux téléspectateurs. Merci encore, bon retour à Yaoundé. Merci. Et à très bientôt, Cabral. Merci beaucoup. Bonsoir.